Et salut tout le monde, c'est Isoka, et bienvenue pour cette deuxième partie de ma collection de single issues, consacrée à DC Comics, comme convenu. Donc voilà, il y en a... on dirait qu'il y en a moins comme ça que mes comics indépendants, mais en fait, détrompez-vous, puisqu'il y a pas mal de séries, notamment les séries longues, où j'ai un petit peu triché, j'ai mis deux singles en un. Donc voilà, et... Donc je dirais pas qu'il y en a le double, mais pas loin. Donc évidemment, la classification, c'est un petit peu la même chose. Je m'y suis mis par ordre alphabétique, je les ai mis à peu près. Donc ici, forcément, on commence par le A. Ensuite, là, c'est un petit peu des events, je vais y revenir. Le segment Justice League. Ensuite, ici, on arrive au N. Ici, bonjour mademoiselle, le P, un P comme Power Girl. Ici, tout le segment Action Comics, puis Superman, puis le reste. Évidemment, mon segment Wonder Woman, puis la continuité de l'ordre alphabétique. Donc forcément, il y aura du World's Famous et du Zatanna, vous verrez. Et là, tous les Black Label, que ce soit en format standard, puis en format carré. Il n'y en a pas tant que ça en format carré, j'en ai d'autres en hardcover. On va voir ça dans le détail. Donc on y va, on commence avec Aquaman, évidemment, ça c'est les DC All-In, la reprise de Jeremy Adams et John Timms au dessin, qui était vraiment très cool, très sympa. Donc je peux peut-être vous montrer quand même de l'intérieur, si j'y arrive. Hop, le petit côté ASMR, et je m'en excuse. J'ai quand même suivi les conseils, notamment d'Ernesto. La plupart, je les ai préparés à l'avance, notamment pour les connecting covers. Mais je vois que j'ai encore deux, trois efforts à faire. Donc c'était vraiment très beau, John Timms. On avait pas mal de choses qui étaient assez intrigantes, notamment par rapport à une porte que franchissait Aquaman, notamment à la fin de l'épisode, qui était notamment en rapport avec DC All-In Special. Je vais peut-être pas vous montrer, mais en tout cas, voilà, je vous montre quelques intérieurs. C'est vraiment très chouette. J'en ai lu 5 numéros, je crois, sur les 7 de sortie. Et c'est vraiment très cool. Donc il faudra que je continue, parce que je suis un peu à la bourre. Donc là, je vous présente les numéros suivants. Le numéro 2. Le numéro 3, magnifique cover de Tula Lotte. De toute façon, Tula Lotte, c'est souvent une artiste que, dès qu'elle propose une cover sur un titre, j'y vais. Notamment, elle m'a perdu pas mal sur Distillery, comme vous avez pu voir, que ce soit dans, je sais plus, Come Find Me, ou Devil's Cut, ou d'autres titres comme ça. Voilà, le numéro 4. Le numéro 5, encore un artiste que j'adore, au niveau de la cover, c'est Marcio Takara. Je vous avais dit déjà tout le bien que je pensais de lui, juste après le Paris Fan Festival. De 2024, évidemment, parce qu'en 2025, il n'y en a pas eu. Aquaman numéro 6, le numéro 7, qui a été le dernier sorti. On enchaîne sur Batgirl, le Batgirl de Tate Brombal. Au scénario, là, évidemment, c'est une variante cover de Hardgerm. Vous allez voir, j'en ai pas mal chez DC, notamment. Hardgerm, Stanley Lowe dit Hardgerm, qui est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, qui fait un peu du réalisme. Et j'adore ses covers. Donc là, voilà, là c'est le moment où je commence à tricher, j'en mets deux en un, parce qu'il commence à avoir tout pour le série régulière, Sins of the Mother. Et ce que j'adore chez DC, c'est qu'il vous montre l'artiste ici, donc voilà, c'est une cover de David Talaski. Et donc là, ici, c'est Miyazawa au dessin, que je trouvais vraiment pas mal du tout. Donc numéro 3, excellente scène, notamment dans le métro, qui était toute en horizontalité, c'était vraiment très chouette. Donc voilà, très très belle cover du numéro 5. Donc voilà, ensuite 7, je vous l'ai fait par deux, c'est pas grave. Oh, Bad Girl Must Die, ça rappelle pas mal de titres de la Bat Family déjà éculés. Ensuite, on enchaîne sur Batman, alors ça c'est un cadeau d'un ami, merci à lui, c'est... Comme vous pouvez le voir, hop, petite signature au pluriel, on reconnaît celle de Doug Moench, et ça je suis pas sûr, je crois que c'est peut-être le coloriste ou le lettreur, je sais plus. Et là on voit qu'en plus c'est une édition limitée, donc très joli cadeau, ce Batman 501, Night Quest de Crusade. Très chouette. Ça ensuite c'est un Batman avec une cover de Dustin Nguyen. Le Batman 626 de Judd Winick au scénario. Voilà, Dustin Nguyen j'adore, donc j'étais obligé de prendre une de ses covers. Je l'ai chopé au PFF celle-là. C'est vraiment surtout pour la cover, parce que c'est un numéro complètement décontextualisé. On arrive ensuite au 124. Le 124 c'est le dernier numéro de Joshua Williamson, mais j'ai surtout pris à l'époque pour... le prologue de Poison Ivy Photosynthèse de J. Wilson qui va lancer sa mini à l'époque, croyait-on. Et voilà. Et ensuite, le début du run de Chip Zdarsky. Là, j'ai pris beaucoup de variant cover. Ici, c'en est une de Francesco Mattina. J'en ai pas mal de variant cover de cet artiste que j'aime plutôt bien.
Ici, c'est Lee In-hyuk. Voilà. Ensuite, la 127, je l'avais préparée. C'est Gabriele Delotto parce que c'est une wraparound. Si je peux vous montrer convenablement. Voilà. Plutôt sympa. Donc voilà. Ensuite, ici, c'est du Guillaume March. Ça, c'est du Guillaume March pour le 128. Ici, ça, c'est du Gabriele Delotto encore. Très chouette. Ici, c'est du Stjepan Sejic avec sa signature. C'est vraiment sa signature, hein, c'est même pas une blague. Qui m'a fait au PFF aussi. Ensuite, hop, on a encore du Hardgerm. Avec un magnifique Batman pour le 131. Et du Catwoman pour le 132. Toujours Hardgerm. Ici, on a du Joe Quesada. Pour le 133. Je crois que je l'avais pris aussi Startist. Ouais, c'est toujours Joe Quesada pour le 134. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de diminuer le plus possible les reflets lumineux. Hardgerm de retour pour cette fois Batman et Catwoman réunis. Je la trouvais très chouette pour ce 135. Et ensuite on revient sur des covers régulières. Je crois que c'est Jorge Jiménez. Ouais, c'est ça. Jorge Jiménez, 136. Ensuite on passe au 139, parce que les 137 et 138, c'est Gotham Ward de Tiny Howard et Non Merci. Avec des covers régulières de Jorge Jiménez. Ah oui, là on avait la spéciale de Dan Mora. Avec une petite carte de vœux qu'on vous propose à l'intérieur à découper. Bon, évidemment, je la garde. Ensuite, le 141, toujours Jorge Jiménez à la cover. Ça doit être du Gleb Melnikov, je crois. Ouais, c'est ça, du Gleb Melnikov, la cover, la variante, notamment qui travaillera sur une autre série d'ici, dont on parlera plus tard. Ici, c'est une variante cover de Yasmine Poutry, il me semble. C'est ça, je confirme. Là aussi. Alors c'est pas ses meilleurs, vous allez voir, je trouve qu'elle fait beaucoup plus jolie ensuite. Voilà, celle-ci, je la trouve beaucoup plus chouette. Hein. On avait pu la voir dans Dark Knights of Steel, je crois, Yasmine Poutry. Je la trouve magnifique, celle-ci. Celle-ci aussi, j'en ai pris quelques-unes de Yasmine Poutry, je me rends compte. Hein. Très belle aussi. Voilà, ensuite on arrive dans le 147, bah ça c'est une cover régulière de Jorge Jiménez. Le 148, hop, ça c'est Yasmine Poutry de nouveau. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris... celui d'avant. Celle-là, ça doit être... oui, c'est ça, c'est Belen Ortega. Belen Ortega que vous pouvez retrouver sur Trinity Daughter of Wonder Woman de Tom King, en ce moment en VO. Voilà, ça c'était le 149, et on passe au 153. Pourquoi ? Bah parce que les épisodes de 150 à 152 font partie des tie-in d'Absolute Power, dont on parlera plus tard. Donc ça c'est le dernier arc, l'arc un petit peu obligatoire, puisque Jeff Lubb et Jim Lee n'étaient pas prêts pour le grand Hush 2. Jiménez aussi à la cover, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Ici, on a une cover, hop, de Gabriele Delotto, avec une autre type d'ancrage et de colorisation, qui fait très peinture, qui est plutôt chouette aussi. Et les derniers numéros, je crois que c'est quasiment que du Jorge Jiménez, c'est ça. Avec Commander Star, mais qui est-ce ? On se demande vraiment. Évidemment, le 158 qui fait que c'était le dernier Batman que j'ai acheté, alors que vous avez vu que je les avais de manière ininterrompue depuis le 124. C'est triste, hein, mais vraiment, Roche 2, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Un Jim Lee convenable à la limite, mais ce scénar est catastrophique. Apparemment, la suite, c'est encore pire, donc j'y suis pas allé. On fait un peu de place. Hop, ensuite, magnifique cadeau encore d'un ami. Merci à toi, mon pipis. Oui, bah, c'est son surnom, hein, c'est comme ça. On choisit pas son surnom. Voilà, bah ça, magnifique. 475 et 476. Je suis très content d'avoir ces numéros-là. Donc, que je trouve très joli. J'aime beaucoup les covers. Et c'est un très joli cadeau. Ça, c'est un cadeau de Mind qui m'a refilé quelques issues. Il m'a demandé si ça m'intéressait. Je dis, bah évidemment. Il y a du Dan Mora, donc ça m'intéresse. Donc, Mariko Tamaki et Dan Mora sur des épisodes de Detective Comics. 1035, 1036... le 1037, je crois que c'est que des covers de Dan Mora. Et le 1038. Voilà. Ensuite, on attaque Detective Comics de Ramvi. C'est pour ça que je l'avais pris aussi dès le 1062. Là, je crois que c'est une cover de Liber Mero. Hein. Oui, c'est ça. Elle est vraiment très chouette. Hein. Franchement, je trouve que la colo, c'est vraiment très joli. Ensuite, on a... ça doit être du Jim Lee. Ouais, c'est ça. Du Jim Lee, écoutez. Elle est pas ouf. Ça, c'est beaucoup plus joli. Ça doit être du G.H. Williams III, je crois. Ouais, c'est ça.
Excusez-moi, hein, des fois je regarde un peu en biais, donc je cadre mal. Qui était très chouette. Ici, bah, on a une cover régulière. Et qui c'est qui fait les covers régulières de Detective Comics? Bah, c'est Evan Kagel. Evan Kagel, déjà que Ramvi avait déniché, je crois qu'il avait trouvé sur Twitter ou je ne sais quel réseau social. Et franchement, déjà, quand on voit ses compos, et on verra son talent un peu plus tard sur Dawn Runner, bah, c'est assez hallucinant. À nouveau, J.H. Williams III, j'adore cette cover, je la trouve assez dingue. De toute façon, entre les covers régulières et les variantes Detective Comics, ça va, on était plutôt gâtés. Celle-là, c'est une cover de Jim Lee. Elle est beaucoup plus jolie d'ailleurs que la précédente que je vous ai montrée de Jim Lee. J'aime beaucoup celle-là. Ensuite, un annuel, l'annuel 2022 de Detective Comics, avec toujours Evan Kagel à la cover. Et une cover régulière aussi. Là, on est au 1068. Peut-être falloir que j'accélère un petit peu. Mais il y a des très belles covers. Ouais, au moment où je dis que j'accélère, je crois que c'est Ivan Rice qui arrive à avoir une cover. Ouais, c'est ça. Toujours ancré par Danny Mickey. Hein. C'est vraiment l'encreur qui le suit tout le temps. C'est toujours le cas actuellement sur High Street. J'adore ses covers. Encore lui. Ivan Rice. Trop chouette. On continue avec des covers régulières de Evan Kagel. Non, ça c'est une cover de Mike Perkins. Une cover de Mike Perkins que j'aime beaucoup. Evan Kagel, toujours. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci. Je la trouvais très belle. Elle est très chouette. Voilà. Là, on en arrive au... Hop, 1077, mine de rien. 1078. C'est vraiment des... Il y a toujours une ambiance à chaque fois dans ces covers d'Evan Kagel qui sont vraiment très très belles, hein, tant au niveau de la colorisation que des compositions, de la colorisation, enfin des compositions je veux dire, et puis de toute l'ambiance et de l'atmosphère qui y règne. Bon, très chouette. Oh bah ça c'est du Federici, clairement. Ça se voit tout de suite. Donc voilà, on arrive dans les derniers numéros, là me semble-t-il, ouais, 1083, on est dans les derniers numéros, puisque je crois que c'était jusqu'au 1089, le run de Ramvi. Là, voilà, 1085. Mais oh, cette cover est dingue. 1086, j'adore. Si je peux vous la montrer sans trop de reflets. Celle-là aussi, waouh, ça est très très belle, de Seb McKinnon. Ouais, c'est très très joli ça. C'est une cover régulière d'Evan Kagel. Ça c'est Chris Samney, hein, évidemment. Pas pu résister avec un peu le côté vieille typographie pour le titre, c'était vraiment très joli. Et le dernier numéro de Ramvi, avec cette cover d'Evan Kagel, le 1089. On a ensuite l'arrivée de Tom Taylor et Michael Ranin sur le titre. D'ailleurs, c'est Michael Ranin qui fait la cover du 1090. Puis le 1091, ça, c'est une variante cover de Bruno Redondo. Bruno Redondo, hein, je vous ai parlé dans plusieurs émissions du Treasury 2025 Hero for All que j'ai trouvé vraiment hallucinant. Le 1092, le 1093, le 1094 qui est aussi une variante cover de Redondo, je crois. Oui, c'est ça. J'étais pas sûr. Il manque le 1095 qui a été commandé. Parce que j'avais zappé, tout simplement. Le 1096 de Bruno Redondo. Le 1097 excusez-moi, Chris Stevens. J'avais pas reconnu du tout cet artiste. Le 1098 et le 1099. Le dernier est sorti. On enchaîne avec, ça aussi on en a parlé, mais pas forcément pour très bonne raison, Batman Off-World de Jason Aaron et Doug Mahnke. Ah, c'est vraiment pas dingue, c'est Batman dans l'espace. C'est un côté très nanardeste avec Deviant à chaque fois qu'on... J'adore en parler avec Deviant parce qu'il s'énerve et ça le réveille quand il est fatigué. Donc rien que ça, je trouve ça super. Mais blague à part, non, c'est une mini complètement oubliable, qui est vraiment pas terrible. Hein. Là, une mini de Francesco Mattina, toujours. Une variant cover, pardon. Hop, cette cover qui a été choisie par Urban, je crois. Voilà, le numéro 4. Bon, on va pas épiloguer sur Batman Off-World, hein, c'est pas dingo. Là, c'est une cover de Dan Mora. Même Dan Mora, c'est moche, quoi, sur Batman Off-World. Enfin, c'est pas moche, hein, non, en plus, j'aime bien, mais c'est un ancrage très différent, une colo très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Dan Mora également, sur le 6. Ben, je vous dis, il est assez méconnaissable. Hein, il avait pas envie. Ensuite, on a Batman and Joker de Deadly Duo de Capullo. Oui, je me souviens très bien de ça. C'était plutôt sympa. Là, c'est une variant cover. Pas de Capullo, putain, de Marc Silvestri, excusez-moi. Là, c'est parce que je vous dis ça, parce que c'est une variant cover de Capullo, donc j'ai été un petit peu perturbé. Là, c'est Stjepan Sejic. J'ai complètement oublié de le faire signer, cette variant cover. C'est pas grave, je m'en remettrai, vu sa signature.
Voilà, c'est ça. C'est Marc Silvestri qui est au scénario et au dessin, et Arif Prianto à la colorisation. Voilà, le numéro 3, le numéro 4. Le numéro 5, c'était sympa. C'était pas extraordinaire, c'était même passable au niveau scénar, mais le dessin était très chouette. Hein. Franchement, de Marc Silvestri, magnifique variant cover de Jock. Hein, je l'aime beaucoup celle-là. On enchaîne sur Batman Long Halloween, Last Halloween. Ah, je viens de me rendre compte que le 8, hein, qui est sur ma palle, parce que je vous en parle mercredi prochain, bah, je l'ai pas rangé. Zut. Hein. Donc là, vous aurez que les 7 premiers. Donc évidemment, ça, c'est The Last Halloween Prologue. Hein, c'était The Last Halloween Special, qui était sorti, je crois, 3 ans auparavant. Mais moi, je l'avais loupé, donc j'ai pris ce reprint. Et ensuite, on a donc, parce que c'était Team Sale, le prologue, mais ensuite, évidemment, Team Sale nous a malheureusement quittés, et on a donc des dessinateurs invités qui vont faire chacun des numéros de Last Halloween. D'abord, Edouard Dorisso, avec Dave Stewart à la colo, qui s'en sortait mais de manière remarquable. J'avais beaucoup aimé ce numéro 1, tant au niveau de la proposition graphique que, finalement, au niveau de l'intrigue. Mais très vite, cette intrigue va être un peu décevante, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ensuite, on a Klaus Johnson, hein, avec Team Sale à la cover. On a ensuite du Marc Chiarello, du Cliff Chiang, qui était un des numéros que j'avais beaucoup aimé, notamment sur le traitement de Robin, du Bill Sienkiewicz, avec ici une des variantes cover, il proposait des variantes cover à chaque fois comme ça, un peu sur les criminels, hein, des avis de recherche. Du Enrico Marini qui avait déjà travaillé sur du Batman, rappelez-vous, de Dark Prince Charming, qui était sorti chez Largo. Du Dave Johnson, et voilà, bah, le dernier c'était Becky Cloonan. Ensuite, hop, je fais un peu de place. Silent Night, Batman Santa Claus, qui a été annoncé chez Urban, je crois, en novembre, hein, pour Noël. Très très sympa, Jeff Parker au scénario. Michel Bandini au dessin, que j'aime beaucoup. Ça, c'est une variante cover de Dan Mora, je crois. Oui. Ou peut-être la cover régulière, je sais plus. Mais en tout cas, c'est très chouette. Et c'était très sympa, voilà, le Père Noël, qui est un des anciens maîtres, évidemment, de Batman. C'est à la fois très mignon, et il y a une vraie histoire avec Krampus. Krampus, vous le savez peut-être, si vous avez lu... je sais pas, des comics comme Klaus, comme plein de choses comme ça, qui parlent un petit peu du Père Noël et de ses légendes. C'était vraiment très cool. Il y a notamment Zatanna, il y a Wonder Woman, Hawkgirl, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est vraiment une mini que j'ai trouvé très très cool, très sympathique, donc que je recommande, et que j'ai tellement apprécié que j'ai pris évidemment sa suite, Silent Night Returns. Ici évidemment, vous avez également une variante cover de Dan Mora, qui est magnifique. Et Trigon est invité à la table de Noël. Alors, regardez-moi ça, c'est magnifique, le démon et Trigon qui est, voilà, rappelez-vous, qui ne fait que des poèmes en vers. Je crois que cette fois c'était une mini en 5 et non en 4, et c'était vraiment très cool aussi. Donc voilà, je vous montre le numéro 4, puis le dernier numéro 5 de Batman Santa Claus Silent Night Returns. Ensuite, hop, on a Batman et Robin, seulement au numéro 14, oui, parce que les premiers numéros qui avaient été scénarisés par Joshua Williamson avaient été dessinés par Simone Di Meo. Et Simone Di Meo est un artiste avec lequel j'ai beaucoup de mal. En plus, je trouve que souvent il est accompagné par une colorisation beaucoup trop flashy, beaucoup trop néon, qui fait que ça me sort du truc, donc j'y étais pas allé. Mais ce Batman et Robin avec l'arrivée de Philip Kennedy Johnson au scénario, et de notamment Ravi Fernandez au dessin, je crois que ça va alterner avec d'autres, hein, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Hein. Donc je trouve ça vraiment très bien, avec cette relation entre Batman et Robin, donc Bruce Wayne et Damian Wayne, que je trouve vraiment très chouette, hein, avec un rappel avec le passé, avec ce Bruce Wayne qui était enquêteur, qui essaie de faire ses gammes un petit peu. Là, ouais, un cover de Dustin Nguyen, magnifique. Hein. Et ouais, on avait du Mendonça aussi, je crois que c'est du Miguel Mendonça, qui était pas mal du tout au dessin, qui alternait avec Ravi Fernandez. Donc voilà, avec ce personnage qui était assez intéressant de Memento aussi. Donc voilà, ça revenait sur tout ça. Donc voilà, je sais plus, je crois qu'on en est au 23, ça c'était une variant cover de... Excusez-moi, Danny Earls, je voyais pas, j'ai dû zoomer, excusez-moi. Je la trouve très chouette, ce côté symétrique et tout, j'aime beaucoup. Avec choix des colorisations et tout, j'aime bien. Donc voilà, tiens, Etrigan, on en parlait tout à l'heure, le voilà. Et le numéro 23, Sins of the Past. Rien à voir avec Sins Past. Ensuite, évidemment, vous le savez, c'est un de mes coups de cœur récents, Batman and Robin Year One, parce que Chris Samney, parce que Mark Waid, parce que c'est très efficace. De toute façon, c'est sorti en VF, le premier tome qui reprend les 6 premiers numéros, que je vous présente ici. Bon, c'est très chouette. C'est surtout Chris Samney qui en fait pour beaucoup, mais même vraiment cette relation... entre Alfred, Bruce et Dick, je trouve qu'elle fonctionne hyper bien. Et puis, même avec ce général Grimaldi, qui essaie de s'occuper des mafieux, et on va voir un petit peu Two-Face et Clayface, qui sont un petit peu là, tapis dans l'ombre, attendant l'horreur. Non, franchement, c'est très chouette.
Ensuite, on arrête avec le Batman et Robin, mais on enchaîne avec les Robin et Batman, ça change tout. Et oui, c'est la suite de Robin et Batman, tout simplement de Jeff Lemire et de Dustin Nguyen, mais cette fois, après s'être intéressé à Dick Grayson, il s'intéresse à un autre Robin, Jason Todd. J'ai un sort assez funeste également, donc 2 numéros sur 3 sont sortis, c'est sympa. Je préfère largement la première pour le moment. Je trouve que finalement, il y a un côté un peu redite, malheureusement. Je trouve pas ça mauvais du tout, hein, mais je suis pas hyper convaincu, on verra si le 3 me fait changer d'avis. On a ensuite la toute première mini-série de Catwoman, hein, que vous pouvez retrouver dans un DC Finest, qui est sorti, je pense, assez récemment. Voilà, je sais même plus... oui, de Mindy Newell et J.J. Birch, notamment. Donc c'était une mini en 4. Suggested for mature readers, quand même, on dit... c'est suggéré pour lecteurs avertis, comme diraient certains. Donc voilà, j'avais trouvé ça à bon prix, donc j'étais très intéressé. Et là, forcément, Catwoman When in Rome, signé par Jeff Lubb, la classe. J'ai dû attendre 4 ou 5 heures. Non, c'est pas vrai, j'avoue. J'ai rien attendu du tout. J'ai vu Comics Guardian dans la file d'attente. Je lui ai demandé s'il voulait bien me faire dédicacer celui-là. Il m'a dit oui, avec plaisir, un amour. Merci Comics Guardian, merci à toi encore. Ensuite, Catwoman, là, j'ai commencé juste les 3 premiers numéros. Là, c'est des variantes cover de Frank Shaw. À l'arrivée de Torunn Grønbekk au scénario. Mascold au dessin. Et Michel Delpech, non, c'est pas Michel, hein. Je sais plus son prénom, Delpech à la colorisation. Je sais plus qui c'est, j'ai un gros blanc. Et encore une variante cover de Frank Shaw que j'aimais bien. Je trouvais la série sympa, mais pas de quoi me faire continuer, donc j'ai arrêté au bout de 3 numéros, ça c'est Libermero. Donc voilà, je sais pas si j'irai en back issues un moment ou un autre, ou si tout simplement, tant pis, je laisse tomber. Je laisse tomber pour ce Catwoman de Torunn Grønbekk, c'est pas très grave. Je m'en remettrai, je pense. On a ensuite un petit peu la pile Events. Là, c'est un petit peu, j'ai envie de réciter le poème, justement, Pigeon, que Benoît Poulvord récitait à merveille dans C'est arrivé près de chez vous, hein. Même si je risque d'oublier des vers, hein. Pigeon, oiseau à grise robe, sous mon regard, tu te dérobes, tu es bien le plus agile. Je pense que j'ai oublié un vers. Je suis un gros pigeon, pourquoi? Parce que Dark Crisis on Infinite Earth 7, hein, parce que j'ai pas les 6 premiers, juste le 7. Pourquoi? Parce que Dan Mora. Et je pense que ça suffit. Regardez-moi ça, pour moi, Dan Mora, on a l'essence des personnages d'ici. J'ai envie de les encadrer, à vrai dire. J'en ai pris 3. J'ai pris 3 Dark Crisis on Infinite Earth 7, hein, qui étaient à 6,99$. Donc voilà. Là, j'ai 21$ juste de cover. Bon, bravo, pigeon. Excellent, pigeon. Donc là, évidemment, première cover pour laquelle j'ai craqué. Ensuite, regardez-moi ça. Flash et Green Lantern, même traitement. Magnifique. Et ensuite, évidemment, j'étais obligé aussi, Wonder Woman et Aquaman, alors quand même. Ouais, j'adore Dan Mora. Donc voilà, j'ai complètement craqué, c'est complètement idiot. Ensuite, on a évidemment la mini-série Batman vs Robin, de Mark Waid et de Mahmoud Asrar. Jordi Bellaire à la colorisation. Ici, c'est une variant cover, parce que j'adore, dès qu'il y a Zatanna, je prenais. De Joshua Middleton, à la variant cover. Donc cette mini-série qui croisait avec ensuite Lazarus Planet, on va y venir. Ça, c'est une variant cover de Greg Capullo. Je l'ai pas reconnu tout de suite. Ensuite, on a une variant cover pour Batman vs Robin numéro 3 de Alex Maleev. Alex Maleev, quand même. Donc on a vu notamment dans No Man's Land ou dans Daredevil. Et là, qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas, elle devait être vraiment dégueulasse, la cover régulière, puisque j'ai pris une variant cover de Simone Di Meo. Voilà, artiste dont je critiquais le travail il y a à peine quelques minutes. Hein. Hisoka n'a qu'une parole. Ensuite, le DC Universe, Lazarus Planet. Hein. Et là, j'ai complètement craqué, j'ai tout pris. Là, voilà, le Alpha, le Assault on Krypton. C'était une espèce de plein de mini-récits, de plein d'artistes différents, plein d'auteurs différents qui revenaient justement sur Lazarus Planet. Voilà, tout est un petit peu redéfini, soi-disant. Bon, c'est surtout une opportunité pour soit créer des nouvelles séries ou dire où en étaient certains personnages, soit en ressusciter d'autres ou pas. Donc voilà, là je vous les passe en revue, je vous les cite même pas. Hein. On a Dark Fate et le Omega, quand même, le Omega qui est important, avec le Batman vs Robin numéro 5. Avec évidemment une cover alléchante. On a ensuite le Free Comic Book Day de Night Terrors, qui est un event que j'ai passablement... que j'ai complètement skippé, parce que j'en ai rien à secouer, voilà. C'est plus simple, hein, quand je dis ça comme ça. Ensuite, on avait le spécial, FCBD spécial de Absolute Power, qui est vraiment très chouette, avec cette cover foil. Wouh, c'est beau. Ensuite, là aussi, il y en avait beaucoup, j'ai tout pris, Absolute Power Ground Zero.
Ici, c'est une cover de Dan Mora, tiens. Je sais pas si vous connaissez ce gars-là. Il a fait quelques covers aussi. Absolute Power, une mini en 4 de Mark Waid et Dan Mora. Et évidemment, Bibi, bah, il a pris tous les tie-in. Donc le numéro 150, hein, voilà, donc un tie-in Absolute Power. Avec une cover de, pardon, hop, Alejandro Sanchez. Hein, excusez-moi, c'était pas joli le zoom, mais je pouvais pas faire autrement. Ensuite, le Wonder Woman 11 avec une cover de Tony Daniel, qui est pas mal, hein, voilà. Ensuite, alors je les aimais beaucoup, ça, ces variantes covers de Dan Mora sur Task Force 7 qui nous montraient les différents Amazos. Alors c'était pas ouf, hein, Task Force 7, mais quitte à tout prendre, je me faisais plaisir sur certains variantes covers. Ça, c'est un variant cover Superman. On voyait Zatanna à l'œuvre et tout, je la trouvais assez chouette. Hein. Je sais plus qui c'est d'ailleurs, il nous la montre pas, ouais. J'ai la flemme de regarder. Ici, vous avez un autre Amazo, toujours de choses de Dan Mora. Hop, excusez-moi. Ensuite, Absolute Power Origins, avec une cover de Dave Wilkins. Toujours hein, les Task Force 7 avec les Amazos. Absolute Power 2. Ici, c'est une variante cover de Guillaume March, je crois. Ouais, c'est ça. Du tie-in de Batman Absolute Power 151. Encore une variante cover de Dan Mora pour un Amazo. Daniel Sampere sur le Wonder Woman qui a un tie-in Absolute Power. Stjepan Sejic, encore une fois, qui nous montre Zatanna sur le tie-in Superman Absolute Power. Absolute Power Origins, ici numéro 2. Je vais peut-être aller un peu plus vite. Encore un Amazo. Ah, j'adore cette cover du tie-in numéro 152. Joel Jones, qui est un artiste que j'aime énormément. Je crois que c'est une incentive. Alors, les incentives, vous savez, c'est les 1,25 ou 1,50, je crois que je vous ai déjà expliqué. En gros, quand un comic shop commande 25... bref, des incentives. Faudra que je vous réexplique à l'occasion. J'ai du mal à me concentrer à plein de choses, excusez-moi. Donc, Absolute Power numéro 3. Task Force 7 numéro 6 sur 7. Donc, vraiment, tous les tie-in que vous avez en 3 gros tomes d'Urban. J'aimais bien ça. Jamal Campbell, évidemment, à la cover de ce tie-in Superman Zatanna. D'ailleurs, Jamal Campbell qui fera la série Zatanna plus tard. Art Germ, dont j'en parlais, là, qui nous présente Wonder Girl. Ensuite, on y est presque. Absolute Power Origins numéro 3, on est presque à la fin. Task Force 7 numéro 7. Et Absolute Power numéro 4. Ça y est, fini pour Absolute Power. On passe ensuite à All In Special, évidemment, ce flipbook. Que je vais réussir à le manipuler main gauche, je suis pas sûr, mais on va voir. Waouh, quel talent. Donc évidemment, Wes Craig et Daniel Sampere, c'était vraiment super chouette, le fait d'avoir vraiment cette proposition des deux. De toute façon, vous avez eu ça assez récemment, qui ouvrait le Justice League Unlimited. Et ça, c'était... Enfin, qui ouvrait et qui le fermait. Alors que là, vous voyez... évidemment, je tombe que sur des pages où il y a des pubs. Ah bah, dis donc. Il y a plus de pubs côté Wes Craig. Hein. Et franchement, on avait des trucs très chouettes. Pourtant, voilà, ça spoil. Faut que je fasse attention quand même. Donc voilà. On continue. Ensuite, on a évidemment le All-In 2025 Special Edition. C'est évidemment le FCBD, Absolute Universe, qui nous montrait certaines incursions et certains liens qu'il pouvait y avoir entre l'univers Absolute et l'univers Proper. Interesting. Et on commence forcément, tous les Absolutes. Donc, Absolute Batman, le numéro 1. Le numéro 2. Donc, évidemment, Scott Snyder au scénario, Nick Dracota au dessin. Numéro 4, numéro 5, avec une variante cover de qui Joel Jones, que j'aime beaucoup, je crois que je vous l'ai déjà dit. Lisez Lady Killers, j'aime beaucoup Lady Killers de Joel Jones, c'est un beau défouloir. Et c'est très beau. Le numéro 6, le numéro 7, alors cette fois on a une cover, je pense, de Marcos Martin, puisque c'est lui qui est au... Non, pas du tout, c'est Nick Dracota qui reste à la cover, je vous demande pardon. C'est toujours Dracota à la cover, c'est juste Marcos Martin qui fait les intérieurs. C'est vraiment parce que j'avais l'impression que c'était... Oui, non, on voit bien le style de Dracota. Qui était, voilà... Absolute Zero, qui était le nom un petit peu de cette origin story sur Mr. Freeze, qui était plutôt sympa. On enchaîne ensuite avec un autre méchant, plutôt emblématique et charismatique, et un petit peu bodybuildé, hein, comme vous pouvez le voir. Et évidemment, il s'agit de Bane, toujours le même duo, donc le retour de Nick Dracota après cet excellent filler de Marcos Martin sur 2 numéros. Et c'est numéro 10, franchement, que j'ai trouvé jusqu'au boutiste, que je trouvais incroyable. Qui pourrait presque faire un film, enfin vraiment j'ai trouvé était excellent. Jusqu'au boutiste, choc, voilà. On lit pas toujours ça dans les comics Big Two classiques, donc franchement ça faisait du bien. Et je sais Snyder c'est des trackers, mais ça fait un bien fou aussi, je trouve. Hein. C'est un comics où c'est assez n'importe quoi, ça va à fond, jusqu'au bout, et je trouve que ça fonctionne étonnamment très très bien.
Absolute Flash ensuite. Absolute Flash, on l'a dit, Jeff Lemire au scénario, Nick Robles au dessin sur les 3 premiers numéros, c'est lui qui fait les covers. Celle-là est géniale, hein, franchement. Elle fonctionne hyper bien. Ensuite, évidemment, les Lascar, les Absolute Lascar, les Absolute Rogues. Ce duo extraordinaire, évidemment, cette cover, hein, je crois que c'est Jules, notamment de la chaîne Jules et Nico, qui rappelait, il a raison, je trouve que ça fait énormément penser à Yorick et Esperluette dans Y le dernier homme, Why the Last Man. Magnifique, magnifique série. Le numéro 4, et là on a l'arrivée de A.L. Kaplan au dessin. Et c'est autre chose, j'aime beaucoup moins le dessin. Là, on peut apprécier le costume d'Absolute Flash. Alors, je suis désolé si ça spoil un peu pour ceux qui voulaient rien savoir. Après, si vous regardez forcément de la VO, vous allez un peu vous spoiler. Ensuite, Absolute Green Lantern de Alley Wing au scénario, c'est ce qui m'a hypé énormément. Et de Janoy Lindsay au dessin, c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir et que j'ai appris à détester. Je supporte pas le dessin, je vous en ai déjà parlé. Alors, je vais pas vous le remontrer parce que je trouve qu'il vaut même pas le coup d'être montré, mais c'est une des choses qui me sort complètement de la série, je vous le dis honnêtement. Et même Alley Wing, il y a des choses intéressantes, oui, bien sûr. La main noire, d'accord. Cette gestion des anneaux, Abin Sour, ou Majin Buu, hein, parce que c'est le problème. Moi, à chaque fois, je pense à DBZ, à chaque fois que je lis un épisode de cette série, c'est un gros souci. On nous parle du jugement qui est en cours. Bah, ça prend son temps, le jugement, Kiki, là. Prenez votre temps. Hein. Bah, ça prend un peu trop son temps, ça fait des allers-retours inutiles dans la temporalité. Enfin, j'accroche pas du tout. Pourtant, il y a plein d'éléments très intrigants. Les Wing, il sait écrire. Hein. Même ses dialogues, ils sont pas mal, mais ils sont interrompus par des allers-retours temporels. Alors, je préférais qu'ils soient interrompus par on passe à d'autres personnages ou d'autres choses. Non, non, on reste sur cette intrigue, forcément. Mais du coup, je trouve qu'on fait un peu du surplace. Donc, je vais aller au bout de cet arc, mais je vais probablement arrêter. Ce qui n'est pas le cas de, évidemment, un de mes gros coups de cœur de l'année, vous le savez, Absolute Martian Manhunter. Dennis Camp au scénario, Javier Rodriguez au dessin et à la colorisation. Ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je vous ai montré pas mal de choses également. Bah, c'est un énorme coup de cœur. Je trouve qu'il y a une idée par numéro presque. C'est vraiment génial. Ça parle de plein de choses. Ça parle de la PTSD, du côté d'être un workaholic. En gros, donc, soit les traumatismes qu'on peut avoir à cause de la guerre ou à cause d'un attentat, d'un événement quelconque, à vrai dire, peu importe les raisons du trauma. Ça parle aussi du fait qu'on se met trop accro au travail et qu'on peut en perdre tout simplement nos relations avec épouse et enfants. Ça parle aussi d'hallucinations, de plein de choses. C'était un épisode sur la canicule et il faisait chaud à en crever à ce moment-là, donc c'était particulièrement pertinent. Je trouvais ça génial. Et ça, c'est un épisode sur le blackout, sur justement la part d'ombre en chacun d'entre nous et de lumière justement. Donc, mais encore une fois, bon, ce sera une maxi en 12 finalement, ce sera pas une ongoing, ce sera pas une série régulière. C'est le petit regret, mais en même temps, si on a 12 numéros de cet acabit, je peux vous dire que ça va devenir un futur grand classique. J'en ai la conviction. On enchaîne avec Absolute Superman, qui est vraiment une super série également, Jason Aaron au scénario, Rafa Sandoval au dessin et Uriles Areola, mon accent espagnol est catastrophique, à la colorisation. Très très sympa, très chouette. Donc en gros, Kal-El aurait beaucoup plus grandi sur Krypton. Cette fois, il n'a pas quitté Krypton, qui est en train d'exploser alors qu'il était encore que bébé. Cette fois, c'est vraiment un jeune adulte qui arrive. Ça, c'est une variante cover d'Albuquerque, qui devait dessiner la série au départ. Et puis, soit il y a eu un imprévu, soit je ne sais plus, mais ça n'a pas pu être lui. Et puis, Rafa Sandoval s'en sort magnifiquement bien. Donc, franchement, on perd pas au change. Surtout quand on voit Albuquerque sur Superman Unlimited. Hein. Je veux dire qu'on gagne au change. Et bah cette série, elle est vraiment très fraîche, elle est super chouette. On a un côté révolutionnaire sud-américain contre les injustices du monde, un monde absolu dans lequel tout est encore plus noir et plus corrompu que ce qu'il est. Hein. N'y voyez aucune métaphore avec notre monde actuel, évidemment. Donc il y a pas mal de choses. Il y a un rapport avec Smallville et les Kent, mais éloigné, mais de manière furtive. Ça, c'est mon numéro préféré à ce jour de Absolute Superman. C'est une origin story absolument brillante, géniale, du body horror à faire glacer le sang. Mais c'est très bien, je crois 9 numéros sortis pour l'instant d'Absolute Superman, ouais c'est ça. Avec le 9 là, il est Omega, mais qu'est-ce que c'est. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. On enchaîne avec Absolute Wonder Woman, ah là là, j'adore aussi, c'est une de mes séries préférées évidemment. Kelly Thompson au scénario, Aidan Sherman au dessin et Jordi Belair à la colorisation. Mind, tu es un grand fou, une variante cover Incentive de Jeff Decal, elle est splendide. Il m'a fait ça pour 2 numéros. Ça, c'est moi tout seul qui avait pris la Joel Jones, le numéro 2. Stephanie Hans, une française, magnifique variante cover, vraiment splendide. Incentive également, qui avait notamment dessiné la série Die de Kieran Gillen. Le numéro 3, le cover de Aidan Sherman. Numéro 4, incroyable, l'épée.
Le numéro 5, non main incroyable. Et ensuite, pour les... je crois que c'est pour les 6 et 7, on a Mathias De Ulis en dessinateur filler, qui a un style beaucoup plus réaliste, très beau pour représenter les titans. C'était vraiment superbe. Ça, c'est une variante cover de Sean Murphy. Avec cette très belle cover aussi, c'est le numéro 7. Ensuite, le numéro 8. Le retour d'Aiden Sherman, et cette fois, c'est une variante cover de Sanford Green, bien sûr. Sanford Green. Je sais plus ce qu'il avait dessiné. Et le numéro 9, non, et le numéro 9, mais non, il y en a deux autres. Ça, c'est une cover régulière, pardon, d'Aiden Sherman. Je suis déjà fatigué, catastrophique. Et ça, c'est le cover de Chris Anka pour le numéro 10, le dernier à être sorti. Voilà pour l'univers absolute. Donc ça, c'était vraiment l'encart, on va dire, event absolute, que j'ai mis ici. Voilà, j'ai décidé de mettre là, puis ensuite on reprend la suite de l'alphabet après Catwoman. C'est Unstoppable Doom Patrol, parce que c'est le D que j'ai pris en compte. Je l'ai pas lu cette mini-série, mais je la voulais parce que je compte lire la Doom Patrol de Grant Morrison absolument. Et je me dis que vu que ça sortait à ce moment-là, autant la prendre. Et en plus, elle avait plutôt bonne presse, donc écoutez, j'irai un de ces quatre quand j'aurai lu la Doom Patrol de Momo. Ensuite, Gotham City Year One, évidemment de Tom King et de Phil Lester, une mini-série très chouette, hein, très très bonne mini-série de Tom King. C'est vrai qu'on n'en parle pas tellement. Quand on parle des séries de Tom King, on l'oublie vite celle-ci, mais elle est vraiment très chouette. Hein. Ça, c'est une variante cover de Greg Smallwood, justement, avec qui il a fait Human Target, qui est un de mes comics préférés de Tom King. Cover régulière, numéro 4, je crois que c'est Phil Lester pour les autres. La 5 est magnifique. Rolleray Molina. Très belle ambiance, film noir, elle est magnifique, cette variante cover 6. Ensuite, on avait Jesse Phillips de Blue Wall, de John Ridley au scénario, et de Stefano Raffaele au dessin. Je l'ai pas lu encore celle-ci, parce que j'étais à la bourre, mais je me suis dit, allez, un Gotham Central Beast, ça peut m'intéresser. Bon, je crois qu'on est très très loin de tout ça. Mais on a eu des belles covers, donc notamment cette variante cover de Steve Epting, qui a notamment fait Sarah avec Garcenis, ou tout un travail sur Captain America. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi, je sais plus qui c'est sur cette cover. Ah, mais c'est Frank Avila. C'est Frank Avila. Et également la dernière, Frank Avila. Ensuite, on a Tales of the Human Target, qui était compris dans le volume d'Urban, mais pas dans les deux hardcovers de DC Comics. Et moi, vu que j'ai pris les hardcovers VO, je me suis fourni également ce Tales of the Human Target. Hein, voilà. Qui était plutôt sympa en plus, qui était plutôt cool. Sur justement les multiples identités de cet homme cible. De cette cible humaine, plutôt, devrais-je dire. Ensuite, on enchaîne le segment Justice League avec ce magnifique Justice League of America, avec ce Keymaster, quoi. Apparemment, qui est un méchant assez ridicule, qui n'a pas été repris très souvent, mais vraiment, cette cover, je la trouvais superbe. Donc, il s'agit du JLA numéro 41. Donc, c'est une vieillerie des années 60. Très content de la posséder, ne serait-ce que pour sa cover, plutôt rigolote. Justice League of America numéro 232. Cette fois qui date de 1984, parce qu'il y avait un affrontement, ou en tout cas un team-up affrontement JLA-JSA, et ça j'aime beaucoup, moi, historiquement. Un Justice League International Special, évidemment, qui met à l'honneur Mr. Miracle et son 1990 World Tour. Ça, je trouvais ça assez cool, avec Blue and Gold, avec Power Girl, avec Fire and Ice, tout ça, vous le voyez dans la JLI. Guy Gardner, évidemment, le GOAT, John Jones, et Huntress. Donc franchement, très chouette, très content d'avoir ça en single. Ensuite, un autre Justice League of America, que j'aimais beaucoup cette cover. Donc c'est Dan Jurgens et Rick Burchett. Donc voilà, des fois j'ai juste pris pour la cover, hein, je vous avoue. Ensuite, Nubia and the Justice League Special. Voilà, un moment où Nubia est très importante, on va dire, au sein de la hiérarchie de Themyscira. On va dire ça comme ça, même si là il y avait un méga spoiler. Hein. Ensuite, Justice League Unlimited, évidemment j'ai pris le numéro 1, Wraparound Foil Variant, what the fuck, qu'est-ce qu'il raconte, de Daniel Sampere, et je peux te dire que je l'ai senti passer, puisque 7,99, n'est-ce pas? Tout ça pour une variant cover, et tout ça pour avoir un extrait de Silence 2 aussi, surtout, s'il vous plaît. C'était le prologue, mais regardez-moi ça, c'est beau quand même. Waouh! En vrai, elle est vraiment très belle. Hein. Quand on met à plat et quand on voit vraiment le dessin de Sampere, c'est vraiment très chouette. Moi, quand j'avais vu cette fresque, je me suis dit, il me faut ça. Et puis voilà, le côté foil, c'est le côté gadget, mais qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, le numéro 2 de cette série, évidemment, de Mark Waid et Dan Mora.
que je trouvais vraiment très cool, hein, avec l'IA de Red Tornado qui a dispatché les équipes en fonction des besoins, si c'est de la magie, si c'est une force aérienne ou l'infanterie. Franchement, je trouvais ça vraiment très cool. Donc là, vous allez voir, attention, on passe du 5 au 9. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, 6, 7, 8 font partie de justement l'event We Are Yesterday, qui est un crossover avec World's Finest. J'étais pas allé parce que ça me saoulait qu'il y ait autant de numéros, plus un annual qui était compris. Donc il faudra que j'aille sur le TPB. Sauf que là, on a quand même l'épilogue. On a un numéro que je voulais lire de Justice League Dark Tomorrow Special, qui est clairement la conséquence à We Are Yesterday, qui a l'air d'être important finalement pour les events à suivre. Aïe, aïe, aïe. Donc soit je vais les prendre en back issues, soit j'attends le TPB, mais le TPB sort en novembre. Donc ça se trouve, le World's Finest ou le crossover sortira plutôt chez Roman. Donc, Ensuite, on a la mini The Atom Project, hein, de Ryan Parrott et John Ridley au scénario, et Mike Perkins au dessin, mais cette fois colorisé par Adriano Lucas. Et on échangeait notamment sur Comic City avec Steve, je suis complètement d'accord avec lui. On préfère quand il est colorisé par Mike Spicer, Mike Perkins, c'est beaucoup plus chouette. Cette mini, elle était pas mal, mais moi je me suis raté à 2 ou 3 numéros. Mais Steve m'a convaincu d'aller au bout, donc je vais probablement continuer. Et c'était plutôt pas mal, c'est un petit peu les conséquences d'Absolute Power, et justement, on a un petit peu les différents atomes, qui ont en plus deux points de vue assez différents sur juste comment mener à bien des expériences scientifiques, parce que eux, ils veulent essayer de récupérer les pouvoirs pour les rétribuer en fait à leurs possesseurs légitimes. Et ils ont un cobaye en la présence de Captain Atom. Mais il y a également du Atom Smasher dans l'eau qui a pas tout à fait les pouvoirs comme convenu. Bon, il y a beaucoup de questions d'atomes dans ce Atom Project, vous l'aurez compris. Et on a des allers-retours de temporalité aussi ici, mais qui fonctionnent plutôt bien, cela. Donc franchement, si, en fait, quand j'y repense, j'ai envie de la relire et de la finir, cette mini. On a ensuite The New Golden Age de Jeff Jones, notamment, et avec pas mal de dessinateurs différents. Avec une variante cover ici, de Todd Nook, d'ailleurs. Très chouette. J'aime beaucoup les covers où il y a des galeries de personnages, de toute façon. Et ensuite, on a, là je sais même pas si je vais pouvoir vous les présenter, mais on a des variantes covers sur 7. Je sais même pas si c'est possible, je vais voir. J'ai rarement eu des variantes covers autant de variantes covers connectées, quoi. Je pense pas que j'y arrive, hein. On va voir, mais... Non, vous voyez, ça tombe déjà. Bon, bref, je vous montre un peu sur 2 ou 3 ce que ça peut donner. Et il y en avait 7 comme ça. Donc c'est vraiment énorme. Hop. Ça fait 3. Je peux peut-être en mettre une quatrième, on est gourmand. Ouais, en attenant, quoi, on va dire. Bon, bref, imaginez une assiette comme ça, quoi. Donc c'est vraiment très sympa, parce que là, je vais clairement pas pouvoir les mettre. Et c'est Yannick Paquette. Hein. Je sais pas si c'est possible seulement de, de les mettre comme ça. Un jour, je vous le mettrai peut-être et je vous ferai une petite photo, mais... Tiens, voilà, je suis à l'arrière du peloton. Bah ouais, c'est de circonstance. Je dois bien avoir le Tour de France ou un tour quelconque, Giro ou Vuelta ou quelque chose en ce moment. Je vous avoue, je suis pas très cycliste. Donc ça, c'est la suite, hein, évidemment. Thunderbolt, Jackin Thunder, Huntress, et le dernier, Stargirl. Donc vous voyez, un 7 connecting cover de Yannick Paquette. Ensuite, on a, je crois que c'est Tony Harris. Ouais, c'est Tony Harris, notamment le dessinateur qu'on avait sur Ex Machina, si je dis pas n'importe quoi, que j'avais beaucoup aimé, de Brian Cavan. Donc qui fait les variantes cover suivantes. Voilà, je trouve que certaines fonctionnent très bien, certaines un peu moins. J'ai failli faire tomber le téléphone, ça y est, je commence déjà à faiblir. On va peut-être accélérer un petit peu la cadence. Ensuite, la GSC de Jeff Lemire. Alors là, j'ai pris que 4 numéros, parce que j'avais pas été convaincu, je trouvais ça assez régulier, puis à un moment, il faut faire des choix, je peux pas non plus prendre tous les singles. Donc ça se trouve, je regretterai dans quelques temps, mais au pire, je prendrai les TPB ou des back issues si je trouve. Ensuite, les différentes minis que vous avez pu avoir dans Dawn of JSA, qui paraissaient en même temps justement que la Justice Society of America, mais de Jeff Jones, cette fois pas celle de Lemire. Donc vous avez de la mini J. Garrick Flash, de Jeremy Adams et Diego Lortegui, avec là, moi j'ai pris des variantes cover de Manapool, Francis Manapool, que je trouve très chouette. Voilà, vous avez le numéro 2, toujours... j'ai pris que des variantes cover de Manapool, je crois, pour cette mini. Ouais, c'est ça. Avec, Mind vous en a pas mal parlé, voilà, de la fille de J. Garrick, Judith Garrick, hein, où il faut lire Stargirl and the Lost Children, je vais vous en reparler tout à l'heure, de toute façon, puisque c'est aussi le mini que j'ai. Et voilà, pour ce numéro 6, hein, que je trouve très chouette. Ensuite, on a Sheridan, Tim Sheridan, je crois, au scénario, et Tormé au dessin. Là, pareil, on a une jolie foil pour le numéro 1, pour Alan Scott Green Lantern.
pareil, que vous avez normalement dans un des tomes de Dawn of JSA. Je sais pas lequel, parce que comme je vous le dis, je sais que c'est sorti, mais je connais pas exactement les compositions VF. Voilà. Ensuite, bah, vous avez même chose pour Wesley Dodds Sandman. Ça, c'est un variant cover de... je connaissais pas du tout, hein, alors là. Baldemar Rivas. Je connaissais pas, je sais vous la montrer sans rien fait le milieu. Mais j'aimais beaucoup la compo, la colorisation, enfin je trouvais ça assez sympa. Ensuite, une variant cover de comment... je sais pas si vous connaissez cet artiste. Daniel Warren Johnson. Ouais, bon, bah, dès que je peux, hein, je prends une variant cover de Daniel Warren Johnson. D'ailleurs, j'ai loupé. Ah, je crois que c'était une incentive. Hein. Elle était trop belle. Une variant cover de Darwin Johnson sur Absolute Martian Manhunter, elle était complètement dingue dans la compo. Celle-là est très chouette aussi, mais je crois que c'est une cover régulière, tout à fait, de Riley Rossmo, parce que c'est bien lui qui a au dessin, oui j'ai oublié de vous dire. Hein. Robert Venditti et Riley Rossmo. Pas mal l'équipe quand même. Donc voilà, le numéro 4, qui est aussi une cover régulière de Riley Rossmo, qui est très sympa. Le numéro 5, ça c'est une variante de d'Albuquerque. Je l'avais pas reconnu. C'est très sympa. Gestion des ombres est magnifique. Et ici, encore une variante cover, cette fois, de Sébastien Fumara. Alors oui, ça c'est un cover artiste qui est très talentueux. Qui fait soit dans le réalisme, soit, comme vous pouvez le voir, plutôt dans la peinture. C'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup cet artiste. Je sais pas si on reverra des covers que j'ai de lui, je crois que oui. Ensuite, on enchaîne sur, évidemment, Crypto, The Last Dog of Krypton. Regardez-moi ça, c'est le cover de Dusty Nguyen, magnifique, bah, que vous avez pu voir dans un live de Manphobia, en grande affiche chez le talentueux et chanceux Philippe Comics Code, hein, voilà, parce que son libraire l'aime beaucoup et je comprends. Ça, c'est une variant cover également de Raffaele Della Torre, je crois. Oui, j'ai oublié de dire Ryan North au scénario et Mike Norton au dessin. C'est vraiment très chouette, ce sera une mini-série et les 2 premiers numéros nous avaient beaucoup plu dans l'équipe d'entrée de bulle. Ensuite, Martian Manhunter, alors c'est un personnage que j'aimais déjà énormément en fait avant Absolute Martian Manhunter, mais voilà, j'ai envie un petit peu d'essayer d'avoir tout ce qui est sorti sur Martian Manhunter, ça me semble possible, mais j'ai encore pas mal de commandes à faire. Là c'est une Martian Manhunter Special, je crois qu'il date de la moitié des années 90, je dirais de 95, je sais pas si on a la date, hein. Oui, on l'a. 96. Ensuite, on a les 2 annuals qui sont sortis dans les années 90, celui de 98, et le numéro 2 de 99, avec la JL Ape, toujours ce jeu de mots, puisque Ape veut dire singe. Puis ensuite, le Martian Manhunter de John Ostrander au scénario, et notamment Mandrake au dessin. Mais pourquoi le numéro 18, me demanderez-vous? Bah parce que tout simplement, j'ai déjà les 17 premiers dans les 2 premiers TPB, Son of Mars et Rings of Saturn. Donc là, on a le 18, le 19... Donc voilà, pareil, là, vu qu'il y a pas mal de numéros, j'ai fait des recto verso. Le 20, le 21. Voilà, je vais peut-être pas tous vous les montrer, ça va être très sympa, ouais, avec Batman, forcément. Le 22. Le 23 avec le Spectre. Le 24. Le 25. Le 26. Hop. Le 27. Désolé pour les reflets lumineux, j'essaie de faire au mieux. Allez, on le voyait pas mal, Etrigan, hein. J'ai jamais autant vu que dans une vidéo, j'ai l'impression. Là. Le 30, je crois que ça comptait 36 numéros en tout, il me semble, cette série. Donc je suis allé au bout, évidemment. Faudra que je vous en parle, un de ces 4, hein. Ça serait bien. Là, le 32 tout seul, oui, parce que le 33 est là. Ah oui, parce que c'est ensuite le dernier arc in my life. Magnifique, sur toute la famille et la destinée un petit peu tragique hein, de John Jones, le Martian Manhunter. Ouais, 36 numéros. On a ensuite Mister Terrific. Alors ça, c'est une vente cover que je trouve très chouette de Evan Doc Shaner, que je trouve un artiste très talentueux, qui avait notamment fait The New Champion of Shazam. Mister Terrific Year One, c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Plusieurs dessinateurs. C'est Al Letson au scénario, c'est Valentine Delandro qui fait les séquences au passé, une sorte de Michael Lark en quelque sorte, j'aime beaucoup. Et sinon, je crois que c'est Milgram, que je vous ai présenté tout à l'heure sur un variant cover, qui fait les 3 premières pages à chaque fois au présent, et c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup cette mini-série pour l'instant, après 3 numéros. Ensuite, New History of the DC Universe, on vous en a déjà parlé avec ces magnifiques covers de Chris Samney, c'est une wraparound, mais je vais pas vous la présenter, on vous l'a déjà montré dans plusieurs émissions. Écoutez, c'est un catalogue, c'est une encyclopédie, c'est un livre d'histoire sur l'univers DC. Moi, je trouve ça génial pour pouvoir resituer en fait à quelle période à peu près tel personnage est apparu,
Évidemment, c'est en rapport avec l'ère des comics. Est-ce que c'était une époque où on faisait des comics de guerre, des comics cosmiques, d'horreur? Est-ce que ça a lieu avant telle crise, après telle crise? Et on a à chaque fois une présentation de tel personnage, une illustration et puis un petit descriptif pour le resituer. C'est vraiment génial. Mais je pense à réserver exclusivement aux fans hardcore de DC. Ou alors, si vous êtes débutant, vous lisez un comics d'ici, quel qu'il soit, et éventuellement, s'il n'est pas loin, s'il traîne à côté, vous pourrez l'utiliser un petit peu comme guide, comme encyclopédie, pour justement vous éclaircir dans certaines situations d'ombre où vous ne comprenez pas tout, quoi. New Gods, ah là là, Ramvi, Evan Kegel et un dessinateur invité. Par exemple, Rory Ray Fornes pour le numéro 1. Pour le numéro 2, on a Jesse Lonergan. C'est absolument génial. Même si vous n'avez jamais rien lu sur le 4e monde. Riccardo Federici, qui fait quasiment tout le numéro. Et là, c'est Evan Kegel, le dessinateur invité. C'est absolument génial. Donc, c'est à la fois un dilemme moral pour Orion, à qui on lui demande de faire quelque chose de terrible, pour empêcher la renaissance d'un nouveau dieu qui pourrait prendre la succession d'un autre qui a disparu lors de DC All-In Special. Je suis cryptique, je suis obligé, parce que je veux pas spoiler. Et en même temps, Orion va voir Mr. Miracle pour lui demander un petit peu de l'en empêcher, de l'empêcher de faire son devoir, qu'il lui a demandé High Father. Et à côté de ça, on va avoir, là ça c'est une vraie cover de Nicolas Scott, je crois. Oui, c'est ça. Sur Light Ray. Et ça, c'est une vraie cover de Felipe Andrade, me semble-t-il. C'est ça. Elle est magnifique. Sur Death Racer. Ouais, je vous disais, c'est très beau, cette relation, voilà, justement, entre Mr. Miracle et Orion, entre Mr. Miracle et sa famille. Ils viennent d'avoir un bébé. Et à côté de ça, on a la chute de New Genesis qui va subir une invasion. Non, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très très bien, avec le 8 qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ce sera une maxi en 12 qui sortira en 2 tomes chez Urban, le premier tome arrivant en septembre. On a ensuite la maxi de Penguin, de Tom King et justement de Della Torre, dont je vous ai présenté une variante cover sur Crypto 2, me semble-t-il. J'ai lu que le premier arc de Pingouin, que j'ai vraiment trouvé pas mal, hein. Même si certaines choses, le gimmick de donner à chaque fois une narration à quelqu'un d'autre qui aurait rencontré le pingouin était plutôt une bonne idée, mais le fait que ça devienne systématique et je trouve plus une contrainte narrative que vraiment un outil efficace. Ici, on a une variante cover de... Excusez-moi. Ah bah oui, de Gabriele Dell'Otto. Je l'avais pas reconnu, tout simplement. Voilà, après cover régulière, on continue. Je crois que c'est Carmine Di Gian Domenico qui faisait les premières covers, qui sont plutôt sympas, moi j'aimais bien. Voilà. Tac. Le 7. Le 8. Hop. Très sympa, ça là. À ta santé, Batman. Ici, c'est Francesco Mattina, on reconnaît son style. Très réaliste et limite peinture. Le numéro 10. Et les 2 derniers de Pingouin. J'ai oublié de vous montrer. Ah bah oui, le 12 est là, pardon. Excusez-moi. Oh, très sympa, ça là. Toujours Carmine Di Gianmonico au niveau de la cover. J'aime beaucoup la compo. Ensuite, je vous l'ai dit, je pensais que Poison Ivy serait une mini en 6. Donc j'avais acheté le hardcover. Je l'avais préco en fait. Donc voilà. Et du coup, je suis allé forcément sur la suite en single, le numéro 7, avec des covers de Jessica Fong, qui fait vraiment des covers magnifiques. Notamment celle-là qui est très chouette. Le numéro 9 de Dan Mora. Le cover de Dan Mora, qui fait des covers partout de toute façon. Numéro 10 de Jenny Frison au niveau de la cover. Il y a vraiment des covers magnifiques, hein, Poison Ivy. Ici, c'est Seb McKinnon, qui est une espèce de peinture que je trouve incroyablement belle. Cette espèce de robe de pan. Superbe. Ici, c'est une cover également de Xermanico. Je pense à toi, la CP, parce que j'ai cru lire dans le chat la matinale de Néo, là, aujourd'hui, que t'es tombé dans l'enfer des cover. Mais comme je te comprends, courage, tu vas peut-être en ressortir. Je suis tombé dedans aussi, hein. Même si là, je vous présente des covers régulières de Jessica Fong, parce que vraiment, c'est une cover artiste qui est en train d'exploser. Commence à faire des covers pour d'autres séries aussi, parce que comme vous pouvez le voir, au niveau de la composition, il y a souvent quelque chose de vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ai même pas dit, mais J. Willow Wilson au scénario. Principalement, mais pas que, Marcio Takara. Je suis un peu triste quand il est pas là. Même si là on le voit, on a Vecchio, c'est pas mal, on a parfois du Heining, mais voilà, pour moi Takara, c'est le meilleur sur la série, et vraiment c'est un artiste que j'ai trouvé génial. Ça c'est une variante cover de Yannick Paquette.
On continue avec le 21. Chris Bachalo, pour cette cover, le 22. Non, c'est le 23. Je crois que le 23, j'ai en double. Ouais, parce que parfois, j'ai pris plusieurs covers, parce que... pigeon. Oiseau. Grise de robe. Sous mon regard, tu te dérobes. Tu es bien le plus agile. Bon, j'oublie toujours un verre. Frank Shaw, bah oui. Mignonne et un petit peu coquine, mais sympathique. Ces petites covers de Poison Ivy, elles sont très cool. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai dû miscliquer, c'est pas possible. Une autre cover de Simone Di Meo. Bon, bah écoutez, ça arrive pour le numéro 24, tant pis, on fera avec. Le numéro 25, hein, avec un buffet à volonté, magnifique. Mais je me rappelle, c'était plein de mini-séries avec un série principale, c'est vraiment très chouette. Hein. Le numéro 26, hein, très chouette aussi. Le numéro 27 derrière, hop, si j'y arrive, tac, Jenny Frison toujours, hein, qui a fait pas mal de covers aussi pour Wonder Woman. Elle a fait plein de covers magnifiques. Ici, c'est Jason Shawn Alexander pour cette cover de The One Shot Poison Ivy Swamp Thing Feral Trees, qui était vraiment très bien, dessiné par Mike Perkins et colorisé par Max Spicer. Ici, je crois que c'est Villa-Lobos, hein, qui est très chouette. Hein. Comment il s'appelle déjà, son prénom quand même? Pablo. Voilà, Pablo Villa-Lobos. Je crois que j'ai zoomé là où je voulais pas. Pablo Villa-Lobos, hein, qui a fait deux covers successifs que j'ai prises, que je trouvais vraiment très chouettes. Hein. Ensuite, on revient sur le numéro 30. Je me demande si c'était pas le flipbook. Ouais, c'est celui-là, je crois, qui était incroyable. Hein. Jenny Frison à nouveau, pour le 31. On arrive, hop, au 32. 33 avec une variante cover de Joshua Swayby. Il a un surnom lui aussi, c'est Sway, la balançoire. Bon, j'en sais rien. Donc ça, c'était le numéro 33 et le numéro 34 qui est le dernier à être sorti. Le 35 devrait arriver au mois d'août. On continue. Allez. Ça va être long, mais bonjour mademoiselle. Donc évidemment, Art Germ, toujours lui, sur Power Girl. Art Germ, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Power Girl, c'est un personnage que je connais moins, mais que j'ai appris à aimer dans la JSA. Et là, ouais, bon, Léa Williams, pourquoi pas. Mais c'est surtout Gary Frank au cover au départ. Je suis allé pour les covers. Puis ensuite, je sais pas pourquoi. J'ai continué par habitude. Mais c'est vraiment... J'en ai lu quelques numéros, j'ai même pas tout lu. Hein. Je suis pas à jour. Mais je vous avoue que les covers de Gary Frank sont très chouettes. Hein. Ça, c'est une cover de... c'est pas Gary Frank, celle-là. C'est Jay Lee, ouais. Plutôt chouette. Mince, je vous ai pas montré, bon bah c'est pareil, c'est recto verso ici pour Power Girl. Je vais pas montrer toutes les covers de Power Girl, même si quand il y a des variantes quand même. Celle-là c'est... Nicolas Scott, ouais, c'est bien ce qui me semblait l'avoir reconnu son style. Hop, ensuite c'est Yannick Paquette qui arrive sur les covers, hein, qui remplace Gary Frank, donc ils m'ont eu sur les covers, les bougres. C'est quand même moche, hein. Je suis faiblard. Donc voilà, ça c'est une série dont je pense, si je dois me débarrasser d'une série, ce sera probablement une des premières dont je me débarrasserai. J'en ai 15 numéros, alors que ça a fini à 17 ou 18, ce qui est quand même vraiment très con. J'irai peut-être quand même la compléter, parce que c'est un peu ballot. The Question All Along the Watchtower, de Alex Segura au scénario et Chian Tormé au dessin. C'était une mini qui était vraiment très cool sur les deux premiers numéros, qui m'avait complètement emballé. Oui, les questions des Eradicator. Et puis ensuite, qui devient un peu générique, un peu classique, et avec une fin vraiment pas ouf, hein, qui ouvre éventuellement pour une prochaine série de The Question, ou pour nous montrer que The Question, il faudra compter sur elle, sur René Montoya, pour la suite, éventuellement un rôle important au sein de la Justice League. Bon, c'était sympa, je vais pas bouder mon plaisir, et ça faisait surtout très plaisir de retrouver The Question autant d'années après la série de Dennis O'Neil et Dennis Cowan. Même si on avait eu, justement, j'en parlais, mais qui est pas sorti en VF non plus, hein. Très peu d'amour pour The Question en VF, puisque The Question de Dennis O'Neil et Dennis Cowan c'est pas sorti évidemment, mais même en Black Label, on avait eu The Deaths of Vic Sage de Jeff Lemire au scénario, et justement Dennis Cowan, le dessinateur, on va dire traditionnel du run de Dennis O'Neil, bah, qui est pas sorti non plus dans le Black Label, que j'ai en VO. Ensuite, évidemment le run de Dan Mora et Mark Waid sur Shazam, enfin, j'exagère en disant que Dan Mora est sur le run, puisque je crois qu'il fait assez peu de numéros, enfin, en réalité, on va voir ça. Donc évidemment, c'est lui qui fait les covers, donc bah, j'étais ravi, hein, Mark Waid, Dan Mora. J'ai lu que le premier arc, je suis vraiment très à la bourre, alors que j'avais adoré. Avoir une cover de Chris Samney. J'avais dû faire une entorse ici. Bah, je crois qu'il fait que 6 numéros. Ouais, c'est ça, on a déjà Suzuka qui arrive dès le 7. Donc toujours que Mark Waid, et après, Mark Waid sera remplacé, un petit peu plus tard. Ici, on a Emmanuel Lopakino, je sais plus, qui arrive au dessin. Et Josie Campbell qui arrive à partir du 10. Donc c'est bien ça, Mark Waid aura fait 9 numéros, et Dan Mora
6. Donc au final, Josie Campbell aura fait plus de numéros que Mark Waid. Avec Lupacchino, ça aurait été un duo. Et puis je crois qu'après, il y a Gleb Melnikov qui arrive, je sais plus. Donc je crois que c'est SN Parod qui en dit beaucoup de bien, qui dit que c'est une des séries qu'il préfère. En même temps, Shazam, c'est un perso qu'il aime énormément. Bah là, il y a Mike Norton, notamment, tiens, dont on a parlé pour Crypto tout à l'heure. Donc voilà. Ouais, au niveau des covers, je vous lis pas tout le monde, hein, parce que je veux accélérer un petit peu. Celle-là, je l'aime bien quand même. Ah oui, oui, c'est Gavin Guidry, je l'ai déjà vu sur pas mal de covers. Je trouve qu'il y a un air de Chris Samney chez cet artiste que je vais surveiller, que j'aime bien. Donc voilà, numéro 16. Cette fois, c'est Dan McDade. Dan McDade qu'on a vu au dessin, je crois, de Si vous lisez ceci, je suis déjà morte de Matt Kindt. Le numéro 17. Cover de Gleb Melnikov, justement, dont je parlais tout à l'heure. Le 18, le 19, le 20, et le dernier numéro de Shazam, le 21, au Captain My Captain. Et oui, le cercle des poètes disparus, évidemment, si vous avez la ref. Ensuite, Sinister Sons. Ah oui, j'avais préparé celui-là, parce que, attention, tenez-vous bien. Hop. Mais qu'est-ce que c'est que cet être? Oh, les petits malins. Ça, c'était super, quand même. Hein. Et effet waouh garanti. Et en plus, on a la cover régulière derrière. Et celle-là, je m'en souviens, je l'avais acheté en plus à Forbidden Planet à Londres, hein, lors de mon séjour avec mon épouse et mes enfants, donc chouette souvenir. Sinister Sons, Peter J. Tomasi au scénario, George Jeff au dessin, ça c'est une vraie cover de Jorge Corona, que j'aime bien. Vraiment, il peut dessiner plein de types de dessins, Jorge Corona, il est vraiment très bon. Variant cover cette fois de Serge Acuna. Ici, hop, pardon, on a une variant cover de Ramon Perez. Et ensuite, la cover régulière de la 6. Stargirl Spring Break Special qui lance un petit peu la mini-série de Jeff Jones. Donc dans Infinite Frontier, vous l'avez là-haut. Todd Nook au dessin. Et ensuite, on a exactement la même équipe. Hein, Jeff Jones et Todd Nook sur Stargirl de Lost Children, où là j'ai pris quelques variantes discutables. Hein. Crystal Kang ici. Alors celle-là, je l'aimais beaucoup. Par contre, je la trouve très chouette celle-ci. Je trouve qu'elle est bien faite, même au niveau de la colorisation et tout. Toujours Crystal Kang. Ça, c'est qui? C'est moche. Hein. Excusez-moi, mais j'aime pas du tout. Amy Reader. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette variante que je trouve assez laide. Ici, c'est Maria Laura Sanapo. Ah oui, Maria Laura Sanapo, oui, dont j'avais pris aussi une cover pour Superman qui... Oui, ça me dit quelque chose. Le numéro 5 de Sweeney Boo au niveau de la variante cover. Et le numéro 6, où là, on retrouve Megan Kettrick. Alors, je ne connaissais pas du tout. Donc, visiblement, j'avais envie de prendre des variantes cover. Hein. Ça arrive, des fois j'ai des périodes comme ça. Action Comics 1050, A New Era A New Era Rises, pardon. Évidemment, Philippe Kennedy Johnson au scénario, Rafa Sandoval au dessin notamment, ici, pour le 1051, le 1052, évidemment, le 1053 avec une variante cover de Rafael Sandoval, signée, s'il vous plaît, magnifique, hein, en l'honneur de Carlos Pacheco. Je trouvais vraiment magnifique celle-là. Je trouve trop belle. Le 1054 ici, alors je sais plus qui c'est la cover, Ibrahim Mustafa, que je connaissais pas. Qui était pas mal, hein, qui était plutôt sympa. Le 1055 d'Action Comics, également signé par Rafael Sandoval. Toujours au Paris Fan Festival, hein, que je trouve très sympa cette cover aussi. La revoilà, pardon, Maria Laura Sanapo, je vous en ai parlé. Pour le Action Comics 1056. Ici on a... Ah oui, le Doomsday Special. Oh là oui, en plus, Bjorn Barents à la cover. Bjorn Barents, c'est vraiment un cover artiste que je trouve assez dingue. J'ai quelques covers de lui pour la série Ghost Rider. Hein, je le trouve vraiment assez hallucinant. Ensuite, on doit avoir du Jorge Jiménez, je crois que ça doit être lui, ça. Bah oui. Jorge Jiménez à la cover du 1057. Toujours Philippe Kelly Johnson. Il y a aussi du Dan Jurgens, du Sandoval, du Lee Wicks au niveau des crédits. Cette cover que je trouve magnifique. Je me demande si c'est pas cette cover-là qu'ils avaient pris pour l'expo Superman à Angoulême, préparée par Ian Graff, je crois. Elle est superbe. Très content de la voir d'ailleurs. Ensuite, hop, toujours du Jorge Jiménez à la cover du 1059. Celle-là aussi, cette figure magnifiquement christique, avec la lumière derrière. Elle est vraiment très chouette, toujours Jorge Jiménez. L'annual d'Action Comics, tiens, lui aussi, j'avais complètement zappé, signé par Rafael Sandoval. C'était vraiment un amour en plus, il m'avait tout signé.
Ici, je crois que c'est l'arrivée de Jason Aaron et John Teams, donc une cover de John Teams d'ailleurs, pour le Action Comics 1061. Magnifique cover également ici de Jorge Jiménez pour le 1062, ce Superman pensif dans l'espace, je trouve ça super beau. Toujours, oh là là, décidément, Jorge Jiménez qui nous montre bien, magnifiquement bien, un peu l'accentuation entre le côté timide et non sourd de lui de Clark Kent, et puis le côté sûr de lui, avec des certitudes bien campées sur ses convictions. Superman, c'est magnifique. Hein. Frank Whiteley l'avait déjà très très bien fait dans All Star Superman. Déconnecting, cette fois il n'y en a que 2, ça devrait être beaucoup plus facile. Hein. Voilà. Très sympa pour House of Brainiac avec le Action Comics 1064 et le Superman 13. Pour les 2 premiers numéros de House of Brainiac, qui faisaient une connecting de Rafa Sandoval, hein, qui est vraiment très chouette. Voilà, je remets bien comme ça. Hop, voilà. C'est sympa, non? Ouais, c'est sympa. Allez, on continue, parce que cette vidéo va encore durer trop longtemps. Alors, je pensais qu'elle n'allait pas durer si longtemps que ça. Là, on a Jamal Campbell pour une magnifique foil sur House of Brainiac Special. Donc, Joshua Williamson, notamment en architecte de tout ça, mais pas que, parce que il était de concert avec, forcément... Ah non, c'est lui qui le fait tout seul. Il n'y a plus Philip K. Johnson, c'est possible. Là, c'est une cover de Paulo Rivera. Ensuite, voilà, cover régulière. On continue avec la numérotation de House of Brainiac là-haut, comme vous pouvez le voir. Action Comics qui nous montre le House of Brainiac 5 et le Superman 15 qui nous montre House of Brainiac 6, qui est le dernier. Puis ensuite encore du Superman Superstars, comme vous pouvez le voir là-haut. Donc c'est toujours, là cette fois c'est Gail Simone et Eddie Barrows, avec Danny Mickey, un excellent encreur qui a ancré également Ivan Rice, on en parlait. Et là on a pas mal de covers, je crois, d'Eddie Barrows qui sont vraiment très chouettes, que j'aime beaucoup. Même si les gamins là sont un peu bizarres. À chaque fois que je vois des gamins dessinés par même des très bons dessinateurs, j'ai toujours l'impression que c'est des poupées de cire, ça me fait très bizarre. Même Gary Frank, je trouve qu'il a un peu de mal. C'est toujours difficile, je trouve, de dessiner les enfants, surtout de manière réaliste. Ici, on a une cover, pardon, excusez-moi, je suis fatigué là. Clayton Henry, voilà, Clayton Henry pour le 1070. Donc je crois qu'ils vont faire un long arc de 10 ou 11 numéros avec Mark Waid, et je crois que je suis pas allé au bout. Voilà, hop. Enfin, non, arc ou plusieurs arcs, je sais plus. Mais je me rappelle que j'étais pas allé au bout, je m'étais un peu lassé avant la fin. Donc là, pareil, je sais pas si j'ai récupéré un jour. Elles sont chouettes, hein, il y a des covers quand même très sympas. Hein. Voilà, prisonnier en zone fantôme. Voilà, Week 9, vous voyez. Ah oui, je crois que c'était un hebdo, mais c'est ce qui m'avait perdu, je crois. Mais oui, ils étaient passés en hebdo. Et ça, c'est un numéro de 1085 de J. Wilson, mais j'ai pas pris le 1086, donc voyez-vous. Ensuite, on enchaîne sur Superman de, évidemment, Joshua Williamson. Là aussi, on a des covers de Jorge Jiménez que je trouve génial. C'est Jamal Campbell au dessin, sinon, hein, sur la série, normalement. Ça, c'est une variante cover de Tony Daniel, qui est pas dingue. Cover de Jamal Campbell, qui est beaucoup plus jolie déjà. Ici, une variante de Gabriel Rodriguez. Oui, l'artiste de Lock and Key, c'est lui-même. Et ici, on enchaîne plusieurs, je crois, covers de Liber Mero, notamment sur Superman, que je trouve assez chouette. Hein. Celle-ci. Voilà. Oh bah, Chris Stanley pour l'annual de 2023. Chris Stanley, dès que je peux, je prends une cover de lui, de toute façon. Jamal Campbell pour le Superman 6. Liber Mero, ensuite. Jamal Campbell. Ah ouais, j'adore celle-là. Bruno Redondo. De toute façon, Bruno Redondo, hein. Voilà. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais de lui. Liber Mero. Avec celle-là, que je trouve qui est vraiment pas la plus jolie. Je trouve qu'il a une drôle de gueule, le Superman. Un vieux Superman et un vieux Crypto, là. Toujours Liber Mero. De toute façon, on reconnaît son style immédiatement. Ensuite, une cover qui monte Zatanna, parce que dès que je peux, je prends Zatanna, hein, évidemment. Pablo Villalobos, on l'avait vu déjà sur 2 covers de Poison Ivy, me semble-t-il. Le Superwoman Special, qui est très important, qui est inclus dans le premier tome de Superman Dark Prophecy, bah, il devait absolument être là, hein, c'était indispensable. Hein. Évidemment, donc évidemment le Superman 19, oh excusez-moi, je ne cadre plus du tout. Le Superman 19, évidemment Joshua Williamson, mais l'arrivée de Dan Mora, sur le titre. Le numéro 20 qui est ici, tac, is back. Numéro 21, hein, Save the Date, qui était très chouette, avec des interludes amoureux, qui étaient vraiment très cool. Hein. Le numéro 22, avec une cover de... Oh là là, c'est pas très beau, ça.
De Marguerite Sauvage. Ouais, bon. Non, mais c'est pas très beau. Ça devait être un Swimming Suit Special. Je vais pas avoir le choix. Le Lex Luthor Special qui est très très bien, qui revient aussi sur la condition de Lex Luthor, qui est assez particulière. Superman 23. Hop, non, bah pardon, je crois qu'il était avec le 24. Le 25, qui était très cool. Façon une de journal. J'aime beaucoup. Le Summer of Superman, qui est quand même aussi important, mine de rien, qui nous montre pas mal de choses, qui nous tisse pas mal de choses à venir, notamment la jeunesse de Superman dans Action Comics, qui nous montrait notamment aussi le sort d'un autre personnage, d'une Légion du futur, enfin plein de choses, hein, Légion c'est toujours du futur, vous me direz. Donc voilà, on continue avec le 27 ici, le 28 qui est le dernier à être sorti. Ensuite, Superman Unlimited, avec cette variant cover très chouette de Sébastien Chumara, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Je la trouvais vraiment très belle, cette cover. Beaucoup plus jolie que celle-ci. Me dites pas qu'il n'y a pas un truc qui va pas chez Albuquerque, Superman Unlimited, non, je sais pas. Ok, bah je sais pas, après chacun ses goûts. Ce numéro 3 qui faisait la part belle à Crypto, un filler dès le numéro 3, what the fuck. Eh oui. Ensuite, on enchaîne sur Superman Lost avec des magnifiques covers de Lee Wicks. Je les aime beaucoup. Il y en a quelques-unes comme ça, vous allez voir. Celle-là, elle est superbe aussi. Vraiment, qui montre très bien l'espèce de solitude, de stress post-traumatique que peut avoir Superman suite à justement ce qui s'y passe là-dedans. Je pense que ça parle beaucoup de ça, du fait que Superman, malheureusement, son plus gros souci, c'est qu'il peut pas être tout le temps, partout. Il peut pas tout faire. C'est vraiment un gros problème. Donc ici, on a aussi une variante cover de Steven Segovia. Ok. Ici. Pareil, Steven Segovia. Hop. Et ici, on revient sur du Lee Wicks pour le dernier. Du Supergirl Special ici, avec une cover de Will Jack. Donc c'était Mariko Tamaki et Skylar Patridge, qui est une très chouette dessinatrice. La reprise de Supergirl de Sophie Campbell, à laquelle j'avais pas tout à fait adhéré, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Une cover que je m'étais offerte de Task Force Z2, pourquoi pas. Cover de Chris Samney sur les World's Finest Teen Titans, j'ai envie de dire évidemment. Je suis pas allé sur toutes, mais quand même. Ici, Trinity de Kurt Busiek et Bagley. Est-ce que je vais réussir la triple variante? C'est pas dit du tout. Une connecting à 3. Bon, là, il y en a 2 déjà. Je sais pas si je vais y arriver. Hop. Non, je vais pas y arriver, donc c'est pas grave. On continue, en gros Trinity, 9 numéros de Kurt Busiek. Hop. Voilà, ça c'était le 3 qui allait avec, tant pis. Et Mark Bagley. Et à chaque fois, c'était 3 fois 3 connecting covers. Ce qui était plutôt sympa. Hop, on enchaîne avec Two-Face, évidemment une variante cover de Chris Samney. Ça, c'était une série de Christian Ward au scénario. Et je sais plus trop comment il s'appelait au dessin. Là, vous avez les crédits, le 3. Ah oui, non, c'est que j'avais fait aussi recto verso. Mini en 6. On enchaîne. Je commence à fatiguer, je vous le cache pas, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Avec l'annual de Wonder Woman qui était dans le run de William Messner-Loebs, veuillez m'excuser, qui parle d'Eclipso notamment. J'aimais beaucoup cette cover de l'annual. Ensuite, pareil, une cover de Phil Jiménez que j'aime beaucoup sur son run, que je trouve splendide. Les numéros, ensuite, qui me manquaient juste après le hardcover Who is Wonder Woman, je crois des Dodson, je sais plus. Je crois que c'est Mark Heinberg au scénario, et je me demande si c'est pas les Dodson au dessin, j'ai un petit doute. Et bien ensuite, il y a des numéros orphelins entre ce hardcover et le début de l'omnibus de Gail Simone, et ben les voici, le 5, le 6, le 7, le 8, et je crois jusqu'au 13, comme ceci. C'est ça. Ensuite, Tales from the Dark Multiverse, à l'époque Batman Metal ou Dark Metal, War of the Gods, mais façon Dark Multiverse, pourquoi pas. War of the Gods, c'était une mini scénarisée par George Pérez, que j'avais beaucoup aimé, qui concluait tout son long run de 56 épisodes. En fait, c'était 56 épisodes plus la mini War of the Gods. Et franchement, c'était vraiment très cool, hein. J'avais beaucoup aimé. Et du coup, voir ce côté assombri, ça m'intéressait. Future State, Immortal Wonder Woman, forcément Becky Clooney et Michael Conrad qui commencent leur run des Future State, finalement, avec ces 2 numéros-là. J'ai la suite en TPB. Ici, ça c'est mon tout premier comics, en fait. C'est le début d'une longue série, mon tout premier single issue, plus exactement, qui m'a été rapporté du Canada. Merci Lily, encore une fois. Que j'aimais beaucoup, évidemment, c'est Jenny Frison, au niveau de la variante cover. Donc voilà, le début d'une longue série. Ici, c'est Yara Flor, que j'aime beaucoup.
avec Julian Totino Tedesco sur cette variant cover que j'aime énormément. Dark Crisis, Worlds Without a Justice League, Wonder Woman, Tina Howard et Leila Del Duca. C'est surtout pour ça aussi, puis parce que j'avais un gros souci. C'est-à-dire, là, sur une cover, vous mettez du Wonder Woman, du Martian Manhunter, pigeon. Je vais pas vous le reciter, en plus, je le connais pas par cœur. Oui, une fois que j'avais pris les TPB du run de Becky Cloonan et Michael Conrad, bah, il fallait quand même que je poursuive en issue, donc 795, le 796, avec une cover assez limite, on va dire. Artemis Wanted avec une cover de Matteo Scalera. Il y avait quelques one-shots comme ça, avec Olympus Rebirth, pardon, aussi. Qui est également une cover de Totino Tedesco, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est vraiment un très bon cover artiste aussi. Ensuite, on a un crossover de DC Lazarus Planet. D'abord, le We Once Were Gods, qui introduisait plusieurs choses. Puis ensuite, le Revenge of the Gods, qui était une sorte de crossover avec Wonder Woman. Et comme vous pouvez le voir ici, avec un petit peu les personnages de l'univers d'ici, de l'univers magique, ou en rapport avec la mythologie, ou les dieux, qui combattaient les dieux eux-mêmes. Donc voilà. C'était complètement oubliable. Ensuite, le numéro 799, une cover que j'aime beaucoup. Voilà. Wonder Woman en tant que... à la tête de protestations, de manifestations sociales, pardon, je commence à avoir du mal quand je disais. Le Extra Size Spectaculaire Wonder Woman 800, qui évidemment introduisait Trinity, et donc le futur run de Tom King. Ici, juste avant, j'ai la mini de Josie Campbell, évidemment, sur Amazon's Attack, et George Jeff, tiens, ça doit être le même qui l'accompagne notamment sur une partie de Shazam. Non, je sais plus, j'ai cru voir George Jeff déjà au niveau du dessin, mais j'ai peut-être halluciné. Avec des covers très sympas, tiens, salut le Peacemaker. Donc voilà, ça c'est une grande cover de Scott Forbes, ok, très bien. Wonder Woman de Tom King, évidemment, avec des covers d'Alessandro Perret, magnifique. Vraiment, quel cover artiste. Alors, j'ai lu que le premier arc. Des dessins somptueux, quelques bonnes idées, mais franchement, Tom King en met partout. Et puis surtout, le souverain, il est insupportable, en fait. Et vu qu'on se tape tout le temps sa narration, toutes ces cases bleues, elle me déprimait à l'avance, donc ça m'a un peu découragé. J'ai trouvé que c'était un manuel de sexisme pour les nuls, c'est-à-dire respecter les femmes, etc. C'est peut-être utile, hein, je me rends pas compte à quel point c'est utile, moi ça me paraît évident, j'ai l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, mais pourquoi pas. Ici, c'est le reprint de Jim Lee. Mais pourquoi t'as pris le reprint? T'as déjà le numéro 1. Oui, mais je... pigeon. Ensuite, on continue, Sampere, le 3, le 4. Je vais peut-être pas vous les montrer toutes, hein, je vais vous montrer un sur deux. Allez, voilà, la 5, la 7, la 9, qui est très chouette, que Urban a choisi, je crois, pour un des tomes. Ah, une grande cover de Phil Jiménez, parce que Phil Jiménez sur Wonder Woman, je trouve ça toujours très beau, puis ça met Nubia en valeur, hein, ça fait plaisir. Donc comme vous l'avez vu, quand vraiment DC All-In arrive comme ça, avec ce logo, toutes les covers avaient leur logo en fond, comme ça, avec un fond blanc. Donc voilà, c'était le cas de toutes les séries, à ce moment-là. Donc voilà, le 16, le 17, Ah oui, celle-là, celle-là je l'aime bien aussi. Parce qu'on en parlait avec Neo, justement, il y a eu plusieurs Wonder Woman, bien sûr, évidemment. Disons qu'il y a des Wonder Girl aussi, donc c'est ça qui est compliqué, en fait. Là, vous avez Diana, Donna Troy, Yara Flor et Cassandra Sandsmark. Sandsmark, je sais jamais comment on prononce. Voilà, 18, le 19, voilà, vous les revoyez là, au cas où. Hein. Avec Trinity et Steve Trevor. Voilà, hop, petit team-up. Le 22, et je crois le 23. Le 23 qui est le dernier à être sorti. Ensuite, le Trinity Special qui reprend les backups des épisodes de Wonder Woman que j'ai déjà. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'il y avait un ou deux récits inédits. Et pigeon. Voilà, enfin, vous connaissez l'histoire, quoi. Ensuite, Trinity, Daughter of Wonder Woman, donc Tom King et Belen Ortega, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour de magnifiques variant covers. En parlant de variant cover, j'ai pris celle de Tula Lotte ici que je trouve superbe. Mais Tula Lotte, de toute façon, quel cover artiste de génie. Ensuite, on va parler de, vous l'avez deviné, c'est évidemment Superman Batman, World's Finest. Merci encore une fois, mon ami Mind, merci beaucoup, qui a accepté, enfin c'est même lui qui m'a proposé, parce qu'il est dingo, de m'échanger tous ces singles, Batman, Superman, World's Finest, contre les tomes VF que j'avais. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Donc voilà, magnifique. En plus, avec une vraie cover de Tim Sale, qui doit être une de ses dernières covers. Quel beau cadeau il m'a fait. Donc voilà. Une belle variante cover ici aussi de Derrick Chew. Ah oui, j'aime bien Derrick Chew. Il a fait quelques covers que j'aime bien aussi.
Donc pareil, World's Finest, magnifique, avec une autre cover de Dan Mora ici. C'est une grande cover, mais du même artiste, des fois ça arrive. Le 9, le 10, ouais, superbe cette cover en plus. Le 11, le 12, des covers de Dan Mora hein, pour la plupart, hein. Les covers sont splendides. Franchement, magnifique. Donc voilà, World's Finest, où j'ai quasiment tous les numéros. Il y a juste un moment où je les ai pas, vous vous en doutez. C'est pour le crossover avec Justice League Unlimited. Salut Nicolas Cage. Petit hommage, un cover de Dan Mora pour lui. Voilà, le retour à Kingdom Come, évidemment. Donc voilà, on s'en fait pas mal, hein, avec l'annual également. Donc voilà, bah, je vais peut-être aller un peu plus vite, avec Batmite. C'est vrai que quand on voit les covers de Dan Mora, on a envie de s'attarder à chaque fois, parce que c'est vraiment très beau. Ah, c'est vrai que c'est trop beau. Hein. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais, on passe du 37, ici, au 40, parce que 38 et 39 font partie de We Are Yesterday, ce fameux crossover dont je vous parlais. Et j'ai quand même eu le temps de prendre, évidemment, les 40, et hop, pardon, le 41 depuis. Bizarro, ah oui, on est content. C'est faux. Ensuite, la mini Zatanna de Jamal Campbell au scénario, au dessin, et à la colo. Et la colo, mais il fait vraiment tout, il est fou. Et c'est une mini, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps dans l'encre de bulle, que j'ai beaucoup aimé. Regardez-moi ces covers de Jamal Campbell, pas besoin de prendre des variantes. Hein. Elles sont déjà dingues ces covers, je trouve. Numéro 5, qui était mon énorme coup de cœur. Cette mini, incroyable. C'était vraiment une mini que je trouvais très chouette, créative, inventive, très fraîche. Jamal Campbell, j'adore. Et Zatanna, c'est un personnage, dès qu'on la voit, on a envie de lui sourire, on a envie d'avoir le smile. Je trouve qu'elle apporte beaucoup de fraîcheur et de bonne humeur dans l'univers d'ici. On arrive dans le Black Label. Ouf, dernière ligne droite, j'en peux plus, je vous cache pas que je suis crevé. On a Raphaël Grandpa, avec son Gargoyle of Gotham, que je trouve absolument incroyable, qui était un de mes comics de l'année, j'avais envie d'en parler à tout le monde. Bah alors, pourquoi t'en as pas parlé, Iso? Bah parce que il manque toujours le numéro 4, en fait, il y a eu un gros souci dans les délais de parution de ce comics, et c'est vraiment ce qui a un petit peu tout gâté, malheureusement. Là, on a le numéro 2, en foil, magnifique. Si je l'ai sorti, c'est pour vous montrer quelques planches, je pense, parce qu'en plus, je trouvais ça vraiment très beau. On a vraiment un comics que je trouve hyper intéressant, sur un Batman qui veut se débarrasser de Bruce Wayne, sur un antagoniste qui est fan de cartoon, sur vraiment un comics sur la violence physique, la violence psychologique, comme si Gotham était une peine perdue. Donc 3 numéros sont sortis, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Mais le 4 est toujours pas sorti malheureusement, donc tristesse. Ça c'est le 3. Et le 4 est toujours pas sorti. Batman Full Moon, j'avais tenté, de Rodney Barnes à qui on doit Philadelphia, et puis Monarch, dont je vous avais parlé hein, dans ma collection de single issue indé. Bah c'était pas dingue, hein. Donc j'ai lu 2 numéros, je crois qu'il y en a 3 ou 4, et je suis même pas allé au bout. J'adore cette cover de Frank Avila. Après, la cover même de Subitch était très belle, hein. Mais c'était vraiment pas dingue, c'était très blockbuster nanardesque. En gros, c'est Batman qui se transforme en vampire, parce que j'ai envie de lire ça, je suis pas sûr. Quoi. Ou en loup-garou, plutôt, excusez-moi. Là, il Full Moon, la nuit... Vampire, loup-garou, pardon. Ensuite, les Batman One Bad Day. Alors là, c'est une de mes 2 erreurs. Je sais pas pourquoi j'ai pris une variante cover de Giuseppe Camuncoli. J'ai dû me planter, parce que je voulais évidemment celle de Mitch Gerads. Donc Tom King, Mitch Gerads, The Riddler, qui était un très bon récit. Ensuite, j'ai tous les One Bad Day, parce qu'il coûtait pas si cher que ça, 8,99$ en single. Le Two-Face, Mariko Tamaki et Javier Fernandez, qui était vraiment pas terrible. Très prévisible, et puis vraiment pas dingue. On comprend pas trop sa pertinence dans le One Bad Day. Mr. Freeze, Jerry Duggan et Matteo Scalera, que moi perso j'avais beaucoup aimé, et je trouve qu'il faisait la part belle à Robin D. Grayson, donc c'était très cool. Avec une splendide cover de Matteo Scalera en plus. Le Pingouin de John Ridley et Giuseppe Camuncoli, que j'ai déjà oublié. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà zappé celui-là. Hein. Je les ai tous lus, mais j'ai déjà zappé. Le Bane de Joshua Williamson et Howard Porter, qui était plutôt cool. Hein. Je l'avais vraiment bien aimé. Ça, c'est ma deuxième erreur. Pourquoi j'ai pas pris la cover de Jamie McKelvey avec cette Catwoman qui se léchait les babines, on va dire. Voilà, c'est une cover de Jim Lee que je trouve même pas très réussi. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, j'avais bien aimé, moi, ce Catwoman. Mais excellent. C'était peut-être un des meilleurs, celui-là de Colin Kelly, Jackson Lansing et Xermanico, ce Clayface, qui était vraiment très bien. Et cette cover est superbe. Celui-là était bien aussi, hein, remarque. Hein. Tom Taylor et Ivan Rice, toujours d'Ali Mickey, hein, je vous lis l'encreur qui accompagne Ivan Rice quasiment tout le temps. Sur Azal Ghul. Donc c'était cool. Encore du Tom King, Black Canary, Best of the Best.
Bah, j'ai arrêté après un numéro, voilà. La relation mère-fille était pas inintéressante, mais on le voit venir de loin. Le côté, bon, on a compris, hein, ça commence par une relation tendue, puis ça va s'assouplir, hein, avec la mort en ligne de mire, la maladie notamment, donc c'est quelque chose des thématiques très fortes, hein, qui peuvent me toucher, principalement, hein, parce que bah, on connaît tous ça de près ou de loin, malheureusement. Mais les commentateurs de ce combat ont tout gâché. Encore une fois, les commentateurs, il y a quelqu'un qui les écrit. Est-ce qu'on est obligé d'entendre ces commentateurs systématiquement? Est-ce qu'on peut pas voir cette relation de mère-fille avec des silences? Bah, je pense que si. Mais faut apprendre à se taire de temps en temps, et même pour les grands bavards comme moi, même des grands bavards comme moi, on le sait très bien, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Batman Dark Age, qui était bah, ma lecture VO de l'année dernière. J'avais vraiment surkiffé. Je suis pas objectif, je suis un grand fan de Batman, mais pour qui est fan de Batman, mais quel plaisir. Je vous en ai parlé déjà, bah, c'est dans la continuité de Superman Space Age, Mark Russell au scénario, Michael Red au dessin, Laura Allred à la colorisation. Là, on a une variante cover de Yannick Paquette. J'ai pris beaucoup de variantes. Alors que j'adore Michael Red, mais regardez-moi celle-là de Steve Pugh. Elle est pas géniale cette cover? Moi, je la trouve absolument dingue. Donc ça vous donne une petite idée un petit peu des différentes périodes qui vont être couvertes, évidemment. Là, on a à nouveau le numéro 2 de Dave Johnson, oui, parce que je pense que la cover de Steve Pugh, j'avais pris après coup, parce que j'avais craqué. Kevin Nolan, ici, pour la main cover du 3. Chris Samney, tiens, pour la cover du 4, comme c'était étonnant. Et puis ensuite, deux covers régulières, Michael Red, quand même, pour terminer, le numéro 5 et le numéro 6. J'ai adoré, Batman Dark Age. Boy Wonder, pareil, bah, je vous ai dit tout le bien que j'en pensais, déjà, donc je vais pas revenir dans les détails. Cliff Chiang pour la première cover. Chris Samney, tiens, encore lui. D'ailleurs, un cover qui a été choisi par le CSA. Ils ont très beau goût, ma parole, pour le numéro 2. Je crois que je sais plus, c'est Zachary Randolph, un truc comme ça pour le numéro 3, je crois. Le numéro 4, j'ai un peu oublié qui c'était le cover artiste, je vous avoue, mais j'aimais beaucoup la compo. Et même si toutes les covers de Juniba étaient trop belles, hein, j'ai pris que la 6. J'aurais peut-être dû prendre la 1 aussi, mais celle-là, je la trouve super bien. Ensuite, on a Tom King sur Danger Street. Alors là, en parlant de cover, il y en avait des magnifiques. Alors, Danger Street, c'est très drôle parce que je m'étais arrêté, je crois, à 6 ou 7 numéros. Et tout le monde avait dit que c'était plutôt une série qu'ils aimaient bien, jusqu'à un moment de bascule dans le récit. Une discussion en haut d'un toit, et c'est juste avant que je m'arrête, quoi. Donc j'ai pas lu cette discussion. Parce que pour l'instant, je la trouvais pas mal, cette série. Pas ouf, mais pas mal. Sur ces petits gamins qui vont provoquer, malgré eux, un drame terrible. Regardez ces covers, je trouve vraiment génial. Et on voyait des personnages un petit peu oubliés de la continuité d'ici, notamment le Creeper, Jack Ryder. Celle-là, elle était géniale aussi, ce paquet de céréales, mais franchement. Ah, j'ai pris une variante cover de Bill Sienkiewicz sur le Creeper, justement. Mais ouais, il y avait des covers hein, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Bah, j'en étais là, je crois. Je crois que j'en étais là. Et effectivement, bah oui, là, on le voit au numéro 9, ce combat épique. Hein. C'est peut-être un combat verbal, hein, et peut-être que c'est un combat entre Tom King et nous aussi, parfois. Mais bon, franchement, regardez ces covers, moi j'ai trouvé vraiment génial, globalement. Une cover plutôt classique, pour terminer. Ensuite, Green Lantern Dark de Tate Brombal au scénario et Weather Deledara au dessin. Le dessinateur de Something is Killing the Children. Et Tate Brombal, c'est le scénariste de Batgirl, que je vous ai présenté. Et ou Behold Behemoth, notamment. Ou Christopher Chaos, dont on a parlé avec Neo. Je crois que j'ai un numéro de retard. Il y en a 5 qui sont sortis, je crois que j'en ai que 4. J'avais lu les 2 premiers numéros, je trouvais ça sympa, mais un poil long à se mettre en place. Mais par contre, les dessins, l'atmosphère, l'ambiance, c'était vraiment très cool. Donc à voir. Ensuite, Hellblazer Dead in America, ça c'est Mind, mais c'est Mind qui vous a filé, donc clairement quand la VF sortira, il faudra que je lui offre. Elle est pas mal de cover, je vais peut-être pas vous les lire toutes, mais ça c'est Jock quand même, elle est vraiment très très belle. Donc c'est la deuxième série de Simon Spurrier sur Hellblazer. Oh, celle-là elle est superbe aussi. C'est Danny. Ah, c'est très beau ça. Hein. Danny d'ailleurs qui va être avec Peter Klaus sur une série dont j'ai oublié le nom, Anastasia peut-être, je sais plus. Très belle cover aussi, il a pris beaucoup de variantes, le Mind. Tyler Crook, ah oui, mais puis il a bon goût en fait, hein, finalement. Finalement, il a bon goût, le Mind, en tout cas en matière de variante cover, hein, pour le reste, je sais pas. Cover régulière, ensuite. Là, c'est très chouette aussi, ça. C'est Steven Subic, pardon, celui qui était sur Full Moon, justement. Donc voilà, qui est plutôt pas mal, hein, qui a un style très intéressant. Oh, très très belle cover aussi, ici. De Mike Perkins et Mike Spicer. Je vous dis que dès qu'ils sont ensemble, ils font des... Mais de toute façon, Mike Spicer est un grand coloriste, c'est aussi celui qui accompagne Daniel Warren Johnson. Le numéro 7. Alors ça, j'ai pas lu la première série de Simon Spurrier, de toute façon, j'ai rien lu de Blazer encore, et j'ai très hâte. Voilà.
Hop, encore une variante ici. Ça, c'est Mike Deodato, je pense. Ouais, c'est clairement ça. Le numéro 10. Et je crois que c'est le numéro 11 qui était le dernier, si je dis pas de bêtises, ouais. Ah non, il y en avait 12, hein. Ah, j'ai 2 fois le 10, c'est possible. Joshua Hickson, la variante cover, ce dessinateur, et qui faisait aussi la couleur de The Deviant de James Tynion IV. Le numéro 11, ce qui était bien le dernier. C'est juste que j'avais 2 fois le 10. The Nice House by the Sea, évidemment. Alors là, je le mets chez DC parce que c'était Black Label. Puis ensuite, vous allez voir, en bas, ça va se transformer un moment ou un autre. Je crois que c'est le numéro 4 en Vertigo. Voilà, c'est ça. DC Vertigo, là-haut, là. Donc ça arrivait à beaucoup de séries, en vérité, hein, qui ont été rebrandées Vertigo après coup. Hein. Bah, notamment Animal Man, Swamp Thing, étaient des séries qui étaient d'abord sorties chez DC, en fait. Et après, une fois que Karen Berger avait sorti le label Vertigo, ont été finalement rebrandées porte-étendard de Vertigo. Peacemaker Tries Hard, bon, on en a déjà parlé, Kyle Starks, Steve Pugh, c'est vraiment une série qui m'a fait mourir de rire, qui sort bientôt chez Urban, qui est excellente, et ensuite j'ai pris des covers d'affiches de films que je trouve assez géniales. Vous avez sans doute les rêves de temps en temps, mais voilà, c'est vraiment excellent. J'avais fait mourir de rire, ce personnage apiculteur avec des pouvoirs insoupçonnés qui sont incroyables. Ah, petite variante cover de Daniel Warren Johnson. Il apprend plein la gueule, le con. Donc j'avais adoré cette mini en 6 dans le Black Label. Ensuite, évidemment, Plastic Man No More avec une variante cover de Chris Samney. Quel génie, ce Chris Samney. Christopher Cantwell au scénario, Alex Sims et Edgar au dessin. Ils se partageaient un petit peu la partie réaliste et la partie plus Golden Age, façon plus cartoony. Bon, une mini en 4 que j'ai trouvé absolument géniale. Très émouvante, très belle, même si effectivement le finish n'est pas forcément le plus original qu'on puisse avoir, mais c'est vraiment très beau. Resurrection Man, Quantum Karma de Ramvi à Nan RK, ça aussi j'en ai beaucoup parlé. Je connaissais pas Resurrection Man, mais c'était vraiment très 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 bien. Enfin c'était très bien, c'est pas fini, hein. Il y a que 4 numéros. Ah bah là aussi, bah, le 4 est sur ma palle, donc vous en verrez que 3. Il y aura 6 numéros, hein, donc ça va aller très vite. On enchaîne avec Superman Space Age, évidemment, bah vous le savez, c'est sorti en VF, j'avais évidemment été sur les singles. 3 numéros de 80 pages. Hein. C'était des énormes numéros. Pour Dark Age, ils vont faire 6 numéros de 48 pages, donc ils ont fait une autre composition. Et pour finir, hop, pardon, excusez-moi. Dans le Black Label en version standard, c'est Zatanna Bring Down the House, évidemment Hard Girl, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, pour le numéro 1 dans la cover. Le numéro 2, je reconnais pas, c'est peut-être Villa Lobos, mais je suis pas sûr. Ah non, ou c'est peut-être... je m'en rappelle plus. Honnêtement, je m'en rappelle plus, donc si j'ai l'info, je vous la donnerai. Ça, c'est du Frank Shaw, je pense. Non, c'est Terry Dodson. N'importe quoi, Frank Shaw, c'est un à voir, c'est celui qui avait sur Catwoman. Terry Dodson pour la 3. Et pour les 2 dernières, c'est des couvertures originales de Javier Rodriguez, des couvertures régulières. Une mini-série très sympa qu'a eu Eisner il n'y a pas longtemps, qui pour moi vaut surtout pour les prestations de Javier Rodriguez. Le scénario de Mariko Tamaki est pas mal, mais assez classique. On a un personnage qui va être un petit peu en froid avec la magie, qui a des relations conflictuelles avec le père, et qui va essayer de régler à la fois ses soucis magiques et les soucis avec le père. Ensuite, on a les grands formats, les formats carrés. Évidemment, Aquaman Andromeda de Ramvi et Christian Ward. Ici, on a une variant cover de Brian Hitch, parce que je travaillais un peu tardivement, je crois que j'avais loupé la cover régulière, je sais plus. Le numéro 2, c'était très cool, Aquaman Andromeda, j'avais beaucoup aimé. Très cool cette cover. Et le numéro 3, très joli aussi. Ensuite, on avait City of Madness, où là j'ai pris que les variantes cover de Bill Sienkiewicz, Christian Ward au dessin, et bah partout, je crois. C'est Christian Ward qui fait tout. Écriture, dessin et colorisation. Avec ces variantes cover de Bill Sienkiewicz que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'est la première qui a été choisie pour... que je vous ai montré, pour, pareil, variant cover du CSA. Batman First Night, pareil, j'avais pris la variant cover de Ramon Perez, moi, comme le choix d'Urban, alors qu'elles étaient très cool aussi, les covers régulières. D'ailleurs, on a eu une annonce de Second Night il n'y a pas longtemps, donc Dan Jurgens et Mike Perkins et Mike Spicer. Très très beau comics d'ambiance, c'était vraiment très chouette. Ensuite, Catwoman, Lonely City de Cliff Chiang, qui fait aussi tout sur là-dessus, hein, écriture, dessin, colorisation, que j'avais énormément aimé, qui est évidemment sorti en VF, hein, avec une très très belle cover de Jock, je crois. C'est en 4 numéros. J'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était une belle déclaration d'amour à l'univers d'ici. Un excellent Waylon Jones, tout comme dans Absolute Batman d'ailleurs. Ensuite, Superman de Last Days of Lex Luthor, une variante cover de Chris Samney évidemment. Maxi en 3 dont j'ai parlé également dans D'encre et de Bulle, que j'ai beaucoup aimé. Encore une variante cover de Chris Samney. Et cette fois, cover régulière de Brian Hitch. Donc c'est évidemment Mark Waid et Brian Hitch.
Lex Luthor est mourant et il demande à Superman de l'aider à résoudre ce problème. Ensuite, Jeff Lemire, Doug Mahnke sur Swamp Thing Green Hell. Où là, pareil, il y avait eu un gros problème de délai, je crois, entre le numéro 2 et le numéro 3. Il me semble. Et pour terminer, Wonder Woman Historia 2. via Amazon. Voilà, on peut espérer qu'on ait d'autres Wonder Woman Historia à l'avenir. On avait Phil Jiménez pour ses premiers numéros. Ensuite, on avait... non, je crois que c'est Jean A en deuxième. Oui, c'est ça, Jean A. Puis, en dernier, Nicolas Scott. Voilà, je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux dans la présentation. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Il va falloir que je range tout ça ensuite, parce que ça fait un beau bazar. Ma collection DC Comics, j'ai voulu faire plus court. Bah non, c'est un échec, c'était tout aussi long malheureusement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Merci de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Écoutez, ça aide la chaîne à grandir et c'est plutôt cool. On se dirige assez tranquillement, hein, entre-temps, vers les 900. Bah écoutez, c'est cool. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, c'est pas bien grave. Je continue à vous proposer du contenu quoi qu'il arrive. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bonne journée, bon après-midi, salut.